Ok. Et ben, je vais directement entrer dans le sujet. La façon dont j'ai construit, c'est un point assez simple. Hein. Je vais parler un tout petit peu du besoin applicatif et transition. Je ne vais pas trop réexpliquer en long, en large, en travers pour la transition. La plupart du temps, vous le savez déjà. Je vais plutôt parler un peu vraiment des applis que nous, on a amené à traiter à l'ONERA et qu'est-ce que c'est notre objectif un peu long terme. Je vous présenterai l'équipe sur la transition chez nous. Et puis après, l'idée, c'est de dérouler un peu toutes les études qu'on a en cours. Et puis, les études qu'on va faire dans le futur. Ça risque d'aller quand même assez vite sur beaucoup de points. S'il y a des points qui vous intéressent, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre pendant. Parce que, en fait, je vais balayer plein de choses, souvent avec juste un petit aperçu des résultats. Et ça risque d'être très compliqué si à la fin du call, on remonte dans slide en avant. S'il y a des points qui vous intéressent ou des questions, n'hésitez pas du tout à m'interrompre pendant. Dans notre unité, donc à MASH, le MASH, c'est une missile aéronef de combat sécurité hypersonique. On travaille entre autres pour la conception et l'évaluation de l'aéro des véhicules hypersoniques. Donc là, vous avez un exemple d'un démonstrateur ONERA MBDA de véhicules à superstato. Je crois que c'est celui-là, mais c'est pour vous donner un peu l'idée de qu'est-ce que c'est les applications finales. C'est des véhicules qui ont des complexités géométriques qui sont assez importantes. Où il y a plein de choses à prendre en compte. On va avoir de l'aéro interne, de l'aéro externe. Et c'est des véhicules sur lesquels, au final, il y a beaucoup de phénomènes qui vont en jeu. Ils ne sont pas du tout tous liés à la transition, mais les quelques points transitionnels, en règle générale, ça va être sur les avant-corps, on va vouloir faire de la transition pour capturer comme il faut les flux de chaleur. On va vouloir déclencher la transition sur les intrados pour alimenter les entrées d'air turbulentes, pour s'assurer qu'elles fonctionnent comme il faut. Et une problématique aussi, ce qui apparaît souvent, c'est les efficacités de gouverne. En fait, les interactions de choc ou chimique se font pas du tout de la même façon, qu'on soit laminaire ou turbulent, et donc les efficacités de gouverne peuvent être fortement impactées par la transition. Maintenant, pendant très longtemps, on a eu le discours de dire la transition, c'est quelque chose qui peut augmenter la traînée, qui peut changer les bilans propulsifs. En fait, maintenant, on a un discours qui est beaucoup plus radical sur des véhicules hypersoniques, que ce soit de l'aéromie comme ça ou sur des véhicules de rentrée. L'enjeu de la transition, c'est d'éviter l'échec mission. C'est-à-dire, si on perce une protection thermique parce qu'on a mal évalué les flux, on est mort. Si notre gouverne, elle décolle le moment où on doit être manœuvrant, on est mort. Si notre entrée d'air, elle désamorce, on est mort. Donc, on a un discours qui est un peu plus radical sur le fait de dire la transition, c'est pas juste gratter 2% de masse du véhicule parce qu'on a gagné 1 promille de traînée. C'est vraiment, est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'assurer que la mission du véhicule se déroule correctement. Et je pense que c'est pas un point trivial. On voit ce qui s'est passé aux États-Unis où, suite à l'échec de quelques essais en vol, ils ont injecté plusieurs milliards dans l'étude de la transition à lumière turbulente. On peut légitimement se poser la question de à quel point on est capable d'assurer ça aujourd'hui. Donc ça, c'est pour le côté qui est, désolé, très kaki, mais en fait, c'est vraiment ça qui motive chez nous aujourd'hui. C'est le côté très appli. Maintenant, je n'ai parlé que de très fonda. En fait, ça, on le raccroche à plein d'études qui sont très fonda sur les contrôles de la transition. Si on repart de Morcovine, je pense pas que vous avez tous vu déjà. J'ai mis en rouge les chemins qu'on s'attend à voir quand on fait de l'hypersonique. Le côté monté en Mach est très stabilisant. Plus, en fait, c'est contraint plus pour les gens qui ne sont pas trop du domaine, mais on vole vite, nous on vole haut, donc on vole à bas Reynolds, et on se retrouve à être très souvent dans des régimes transitionnels où on passe par le modal. En fait, ce qui est fait traditionnellement dans la commune, c'est on prend cette figure qui, au final, résume quand même assez bien le procès entier. On dit, ça je sais pas traiter, ça je sais pas traiter, ou à la limite, ça je sais un petit peu traiter par la DNS. Ça ne nous intéresse pas trop. Et on dit, bon, bah ouais, en fait, ce qui nous intéresse, c'est la croissance modale. On fait de la LST et on a tendance un peu à résumer le problème de la transition, à dire, bah, je suis capable de calculer l'amplification des modes, c'est bon, j'ai le problème qui est lié. Ça peut se faire de plein de façons, hein, de la LST, de la ou résolvant. Très souvent, on sort des choses qui sont de la forme factorielle en disant j'ai un mode qui est né quelque part, qui s'est amplifié de temps au sein de mon écoulement. Il y a des gens qui pensent que ça tout seul permet de vraiment savoir où on va transitionner. Moi, ce n'est pas mon avis. Par contre, je pense que le factor N aujourd'hui, c'est comme un outil de conception qui est génial parce qu'on peut faire énormément de choses avec. On peut disperser sur une trajectoire un factor N en disant je vais vraiment voir l'impact que ça peut avoir sur la trajectoire. On peut
faire des effets Reynolds, on peut faire des essais de conception. On change la forme de notre véhicule, une ligne isofacteur N, si elle recule, ça ne ment pas. Ça dit que la transition probablement va arriver en arrière. On ne saura probablement pas dire où la transition sera, mais au moins on sera capable de dire par tel design, je suis capable de la reculer. Donc on peut faire vraiment du design qui prend en compte la transition. On peut voir l'impact sur les coefs aéros, enfin, vraiment, je pense qu'il y a énormément de choses qui peuvent être faites juste sur la base de l'amplification linéaire des modes. Maintenant, si vraiment on veut faire de la prévision, la chose qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a un facteur de transition qu'on prend très souvent, soit sur des bases de données expérimentales, soit sur des corrélations. Et lui, en fait, c'est la grosse boîte noire dans laquelle on a remis tout ce qu'on n'a pas compris du forçage environnemental, de la réceptivité et de tout ce qui peut se passer en linéaire. Donc on a cette espèce de fourre-tout qui est tous les trucs trop compliqués qu'on n'arrive pas à traiter. On le remet dans juste un facteur de transition. Et en fait, quand on réfléchit un peu à ce facteur de transition, il n'y a pas de raison que le forçage environnemental soit le même sur toute la gamme de fréquences. Donc probablement, il en faudrait un par temps de fréquence. Il n'y a pas de raison non plus qu'il soit le même pour chaque mécanisme. Donc il en faudrait un par gamme de fréquences et par mécanisme. Il n'y a pas de raison que, suivant la non-linéarité, on transitionne de la même façon. Donc il en faudrait probablement un par fréquence, par mécanisme, et qui soit dépendant de la façon des autres mécanismes. Donc en fait, c'est vraiment une grosse boîte noire qui est beaucoup plus compliquée qu'on pourrait le penser. Pour moi, ça nous amène sur un point qu'en fait, on a besoin d'étudier cette brique-là, on a besoin d'étudier cette brique-là, et on a besoin d'étudier ces briques-là. C'est indispensable, et sans même parler de fermer ça, parce que moi aujourd'hui, je suis assez convaincu qu'on n'y arrivera pas aujourd'hui à vraiment prévoir la transition. C'est quelque chose qui est trop ambitieux. On n'aura jamais une info sur une trage entière de la concentration d'aérosols, de la turbulence atmo, de tout ça. Par contre, si on comprend ces briques, on peut, si on revient à ce que j'avais dit avant sur le design informé par la transition, on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin, on peut disperser de façon beaucoup plus finement, et par exemple, on pourrait donner des gammes sur une trajectoire en disant bah, pire cas, tu transitionnes à tel endroit, meilleur cas, tu transitionnes à tel endroit, et vraiment se servir de ça. Donc, tout ce que je vais vous présenter là est un peu dans l'idée d'avoir une vision un peu plus globale et de ne pas juste faire du linéaire. L'équipe qui travaille aujourd'hui sur la transition, donc moi-même sur la partie plutôt compréhension physique, on a Guillaume Bégou qui travaille beaucoup sur la modélisation, notamment il essaye d'intégrer de la LST dans des modèles RANS et pour arriver à intégrer le mieux possible des prédictions type LST, donc vraiment sur des cartes de via des solvers industriels. Si ça vous intéresse, ils pourront en parler beaucoup mieux que moi. Ils ont des méthodes en fait, ils font des modèles de taux de croissance qu'ils intègrent dans les solvers, mais qui, en fait, c'est de la modélisation qui est vraiment, on va dire, physics-based. C'est pas de la modélisation empirique type gamma, aéro, theta, Mentor et compagnie. C'est plutôt vraiment, on remet la physique dans le solver, on donne accès au facteur N à celui qui est dans 5,5. Et puis on a Pierre Nibourel qui, lui, est plutôt du côté contrôle. Et qui l'a fait dans sa thèse contrôle de second mode par boucle fermée, et puis il continue à lancer des activités sur soit déclencher, soit contrôle. Sur la partie compréhension, aujourd'hui, on a donc on a une équipe qui est en train de grossir énormément. On avait Loïc qui était arrivé en thèse il y a 2 ans, qui travaille sur le laboratoire Bolt. Et puis là, on a 2 doctorants qui sont arrivés l'année dernière, qui sont Vianney et Hugo. Vous allez voir de leurs résultats. On a Selvin qui va commencer une thèse de première ACEA en octobre. Et puis, on a surtout eu pendant presque 2 ans Clément Caillot qui était en postdoc avec nous, pareil, pour CEA. Et maintenant, Clément continue l'aventure en permanent côté CEA. Et on reste en interaction très, très forte. Donc, ça nous a permis de vraiment énormément avancer le fait d'avoir autant de monde sur le sujet. Et puis, on a bien sûr le soutien de l'équipe clé, où Cédric est là aujourd'hui, leur développement. J'aurais pu mettre Défi en fait aussi, parce que Fastest nous a énormément. Non, mais c'est Denis Sip et Samir Benedine, que vous connaissez probablement, qui, pareil, sur le côté stabilité, vont être indispensables. Et puis, les équipes expérimentales. Je vais présenter beaucoup d'expés. C'est des expés sur lesquels nous, on a mis énormément d'efforts, mais il y a une expé sur l'organisation de ce type-là. Il y a beaucoup de monde qui bosse derrière, que ce soit pour la métrologie ou pour l'installation. Et on n'aurait rien pu faire sans eux. Et énormément de collaboration dans le sein du groupe NATO AVD 346, avec l'équipe STAT Toulouse, et beaucoup de choses avec le Sébastien. Voilà le topo de qui bosse aujourd'hui sur ces sujets.
En sachant que ça, c'est que sur la compréhension. Guillaume a quelques personnes aussi sur la modélisation. Maintenant, si on part sur les études en cours, bah, l'objectif, clairement, je l'ai annoncé, c'est faire la transition en vol. Si on est bête et méchant, pour faire la transition en vol, il faut faire des essais en vol. Le problème de l'essai, bon, typiquement, ici, on a un essai en vol récent qui a été fait. Il y a des essais en vol très axés recherche qui sont faits sur la transition, c'est une très bonne chose, notamment avec toutes les campagnes Bolt. Donc là, vous avez des trajectoires en Mach Reynolds de ce qui peut être fait sur les vols Bolt. Bolt, j'en reparlerai plus tard, c'est un avant-corps complexe dimensionnel. C'est un truc qui vient des États-Unis. C'est financé par l'US Air Force. Et l'idée, c'est ils ont fait un avant-corps en disant on fait le truc le plus compliqué qu'on sache faire d'un point de vue transition sur un avant-corps, tout en faisant un avant-corps qui n'a aucun encombrement interne, dont on est sûr que personne ne pourra l'utiliser. On peut rien mettre dedans, donc ce ne sera jamais un avant-corps qui sera monté sur un missile. Pour autant, c'est un super cas sur la transition parce qu'il y a à peu près tous les modes qui nous intéressent dessus. Et c'est vraiment un cas test scientifique challenging où il y a eu des campagnes d'essais numériques, des campagnes d'essais sol et des campagnes d'essais vol. Et donc là, vous avez 3 trajectoires qu'il y a eu. Donc le Bolt 1A, qui était le tout premier, qui malheureusement a eu un problème à la séparation entre le premier et le deuxième étage de la fusée sonde, qui du coup n'a jamais atteint le point de vol nominal qui était à Mach 6 et qui a volé plutôt à Mach 3,5 avec des incidences immenses de l'ordre de 45 degrés, donc qui n'a jamais été exploité. Mais qui a quand même motivé le fait qu'il y ait un Bolt 1B qui soit prévu, qui doit être tiré, si ce n'est pas déjà fait, au courant été, où là c'est un vol Mach 7. Et il y a eu Bolt 2 qui lui était plutôt axé turbulence. En fait, ça se voit pas, mais Bolt c'est Boundary Layer Transition et Bolt c'est Boundary Layer Turbulence. Qui a volé lui à Mach 6 et qui a aussi donné des données transitionnelles. On va voir dans le contenu plus tard. Là, vous avez aussi sur ce graphe les infos de que font quelle soufflerie. Et vous avez R2CH, les plages d'essai R2CH qui sont indiquées. Et on montre qu'en fait, on peut quand même avoir un gros overlap entre R2CH et vol. L'essai en vol, problème, c'est extrêmement cher. Juste l'accès à une fusée de ce type-là, aujourd'hui, c'est de l'ordre de la dizaine de millions d'euros. En partant du principe encore qu'il y a quelqu'un qui peut bien traiter un tas de tir, des moyens de télémétrie, etc. C'est une technicité hyper élevée. Vous voulez mettre là-dessus des capteurs qui moulinent à 1 MHz ou 1,6 MHz, mais il faut la redescendre la donnée. Une télémétrie, ça passe 5 mégaoctets aujourd'hui, dans ce monde. Tout le système de traitement qui va autour, c'est extrêmement compliqué à embarquer. Ça donne quand même extrêmement peu de données, c'est quelques capteurs sur un temps court. Et l'exploitation du coup est assez complexe. Il faut arriver à recréer les plans de vol, il faut arriver à recréer les incidences. Rien que connaître l'attitude de l'objet en vol, c'est. Par contre, en fait, on va voir plus tard qu'en fait, c'est vraiment la seule référence qui est extrapolable aux applications. Parce que l'environnement de vol, on ne le retrouve qu'en vol. La soufflerie, aujourd'hui, la soufflerie conventionnelle est extrêmement bruyante. Ça va être vraiment un point important, je pense, que je dispose. L'environnement, bon, si on revient à ce graphe-là, cet environnement, en fait, là, l'environnement type vol, on ne peut l'avoir qu'en vol. En soufflerie, il n'est pas du tout le même, il y a énormément d'acoustique, enfin, en tout cas, en soufflerie conventionnelle. Il y a eu des gros efforts pour développer des souffleries silencieuses qui ont été faits dans les dernières années. Et ça va être mon prochain point. Soufflerie silencieuse, en fait, c'est vite fait, je pense que j'ai un slide pour expliquer. L'idée, c'est de maîtriser le niveau de fluctuation qu'on a dans le mouvement libre. Donc, c'est pas de reproduire l'environnement de vol, parce que ça, clairement, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire, c'est trop compliqué aussi en termes de température. Pour arriver à des télévols, faire une soufflerie qui crache 2000 Kelvin de TI, c'est hyper compliqué. Juste chauffer de l'air à 2000 Kelvin sans le visser, c'est déjà un petit enfer. Et l'idée qu'il y avait, et ça c'est un graphe de Steve Schneider qui a été un des pionniers, enfin pas un des pionniers, mais on va dire celui qui a eu le plus de succès dans le développement de soufflerie silencieuse. Il y avait plein de gens avant lui qui avaient bossé à la NASA, pensé à ça. L'idée, c'est que dans une cuillère de soufflerie, il y a plein de choses qui arrivent. Donc, il y a plein d'informations qui arrivent de l'amont. Il peut se passer plein de choses dans la cuillère. Mais la grosse source de bruit dans une cuillère de soufflerie, c'est le fait qu'on a des couches limites au max pour les parois de soufflerie et que ces couches limites émettent en fait énormément d'acoustique. En fait, ça émet même des chaufferettes, concrètement. Donc, cet environnement-là qu'on peut voir dans les couches limites turbulences, ça, c'est une simulation par un groupe de la NASA qui a été faite par Hildebrand. On peut voir que couches limites turbulences, énormément d'émissions d'acoustique. Si on met une maquette là-dedans, on peut bien imaginer que le niveau de fluctuation qu'on va voir est extrêmement différent d'un vol atmosphérique. Parce qu'on va prendre tout cet acoustique sur la maquette qui va influencer la transition.
A contrario, si on a une couche limite laminaire, on voit qu'il y a beaucoup moins d'acoustique, enfin, il n'y a pas d'acoustique émise par la couche limite. Donc, toute l'idée d'une soufflerie silencieuse, c'est de dire je veux une couche limite de cuir qui est laminaire pendant mon essai. J'insiste sur maîtriser le niveau de fluctuation. Ce n'est pas parce qu'on est laminaire et qu'on ne met pas d'acoustique que le niveau de fluctuation est comparable au vol. On n'aura pas les aérosols qu'on va rencontrer en vol, on n'aura pas la turbulence atmosphérique qu'on va rencontrer en vol, on aura potentiellement d'autres fluctuations qui viendront de la qui sont différentes. Donc, il y a des gens qui aiment bien annoncer true to flight pour les études en soufflerie silencieuse. Moi, c'est quelque chose auquel je ne suis pas du tout d'accord. Ce n'est pas true to flight. Les gammes de facteur N de transition sont probablement plus proches. Il n'y a aucune garantie que ce soit le même mécanisme et que ce soit la même réceptivité en fait. Mais par contre, on maîtrise beaucoup mieux le niveau de fluctuation. Et donc, c'est hyper intéressant pour des études transitionnelles parce qu'on perturbe beaucoup moins la réceptivité. Ce qu'on a commencé à faire, donc là, nous, on s'est dit, OK, vu ça, on a besoin, si on veut faire des études expérimentales propres, d'avoir une soufflerie silencieuse. Pas de bol, il y en a pas en Europe. Aller faire des essais aux États-Unis, c'est compliqué. Donc, on s'est dit, on va lancer des études. Première étude qu'on a lancée, c'est avant d'aller chercher à contrôler une couche limite laminaire, enfin, à garder une couche limite laminaire sur la cuillère, on va déjà essayer de comprendre comment elle transitionne, comment elle peut transitionner en fait. Sachant qu'un point qui est important, c'est que la réponse évidente pour la laminaire, c'est on va baisser les Reynolds. Facile, si on met Reynolds, on met une laminaire. Mais en fait, si on baisse les Reynolds, on n'aura jamais de transition sur notre maquette. Donc il y a vraiment un côté pour pousser la soufflerie le plus haut Reynolds possible tout en gardant cette couche limite laminaire. Et donc, dans la soufflerie conventionnelle, dans la thèse du Gaulle-Marquand, ce qu'on a fait, c'est on s'est dit, on va commencer par un cas pas du tout représentatif, mais qui nous va bien, qui est la cuillère R2CH. La cuillère R2CH, elle a une particularité, elle est extrêmement courte. Autre particularité, elle a été designée pour des points très hauts Reynolds. Et donc, on a fait fonctionner à Reynolds, on décolle dans le convert. On a une petite bulle qui apparaît ici. Ça, c'est un point qui est très intéressant pour nous, parce qu'en fait, quand on va passer sur des systèmes de type soufflerie silencieuse, on va mettre des lèvres d'aspiration au col, enfin un petit peu en amont du col, pour virer toute la perturbation qui vient de l'amont et glisser cette ces lèvres, si elles sont mal designées, elles décollent. Donc le fait qu'on a un décollement dans le convergent, ça nous permet de tester aussi la capacité des outils à capturer toute la physique de la transition dans les décollements, qui pourrait arriver le jour où on fait une vraie optique de pierre silencieuse. Donc au final, le fait que R2 ne soit pas sur son point de design dans ce cas-là et décolle, nous permet d'englober, on va dire, toute la physique d'intérêt pour la conception de pierre silencieuse. Ce qu'on fait, c'est qu'on utilise Broadcast, et l'idée, c'est qu'on va faire de l'analyse de raisonnement. Donc, je ne vais pas passer trop de temps sur Broadcast, mais c'est un solver Navier-Stokes qui nous permet de faire du 2D et de l'AXI et qui nous permet de sortir les opérateurs linéarité. L'analyse de raisonnement, je vais vous faire un résumé très court. Je pense que la plupart d'entre vous sont déjà un peu familiers avec la chose. Si on parle de Navier-Stokes écrit de la façon la plus simple possible, c'est-à-dire un vecteur d'état qui dépend du temps, un opérateur non linéaire de Navier-Stokes, un forçage externe, forcément, on fait la transition, il y a la perturbation environnementale qui drive tout, on est obligé de mettre un forçage externe. Si on linéarise ça autour d'un champ de base, on va se retrouver avec non plus un opérateur non linéaire ici, mais un opérateur, une version linéaire de la chose, en disant hypothèse de petite fluctuation, donc on a viré tout moteur non linéaire. En plus, on est autour d'un champ de base, donc c'est possible. Si on passe ça, on met un NZATS là-dedans qui nous dit qu'on a des perturbations harmoniques, on se retrouve avec une forme qui ressemble à ça. Avec ici, on peut reconnaître l'opérateur de résolvement. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'en fait, on a réécrit notre Navier-Stokes linéaire en appliquant très sorti. On rentre un bruit qui vient du F et on en sort des fluctuations dans l'écoulement qui est notre bruit. Si on savait quel forçage on veut rentrer, on pourrait directement passer par la fonction transfert et dire pour forçage A, j'ai réponse B, et on a résolu le problème. Le problème, c'est que par exemple, on n'a pas la moindre idée de ce qu'il va y avoir dans l'environnement. Donc, au lieu de faire ça, on transforme ça en espèce de problème d'optimisation, enfin, même pas en espèce de problème, c'est un problème d'optimisation, où on dit je vais chercher le mode le plus dangereux. En gros. Je vais chercher le mode qui pour chaque fréquence, je vais chercher le mode qui me permet d'avoir le plus de gains à travers le contrôle. Donc, on définit un gain qui est en fait la norme de la réponse sur la norme du forçage. Et l'idée, c'est de dire ce qui vit dans la physique, c'est tout probablement ce que l'opérateur est capable d'amplifier le plus. Et en fait, c'est pour la grande majorité des cas, effectivement le cas. C'est-à-dire, si on se met sur un endroit où on aurait du premier mode, on va retrouver le premier mode avec ça très dominant. Si on s'amuse à faire ça dans la cuillère R2CH, on retrouve une carte de gain. Donc là, vous avez fréquence, nombre d'ondes, parce qu'on est axi. On trouve des cartes de gain qui ressemblent à ça. Donc on a des modes à fréquence 0
et basse fréquence pour plein de nombreux nombres. Donc ça fait très vite penser à du caractère, parce que structure longie à fréquence nulle. On a ici un pic, et puis ici, on les distingue pas trop, mais en fait, il y a des pics qui apparaissent à plus haute fréquence. En fait, on peut s'amuser à aller chercher quels sont les mécanismes physiques qui sont liés à ça. Ce pic qu'on voit là, en fait, c'est du pH dans le décollement. Ce pic-là, c'est du Görtler. Et en fait, on a aussi du premier et du second mode de Mach. Comme la tuyère est extrêmement courte, on a très peu de second mode de Mach, parce que la zone supersonique, en fait, est très courte. Et comme elle est très courte, on a énormément de courbure. Énormément de courbure dit beaucoup d'efforts centrifuges, et donc beaucoup de Görtler. Et en fait, on peut même pousser un peu plus loin et voir que le Görtler, suivant les régions de la carte, c'est soit des choses qui ont de la croissance à la fois dans le convergent et dans le divergent, donc dans les deux zones où il y a de la courbure favorable, soit que dans le divergent. Donc, on peut avoir un peu d'infos sur les mécanismes. Comment tu distingues le Görtler c'est un abus de langage complet. Je pense que le truc le plus intéressant à faire là aujourd'hui, c'est de comparer où est-ce que le mode croît par rapport aux là, on voit qu'on a de très bons overlaps. C'est fort possible qu'en fait, on mélange tout. Moi aujourd'hui, l'esprit, pour moi, c'est un problème majeur, pas que sur ce cas-là, on va voir sur ces aussi. Il y a énormément d'origines possibles au script, et c'est très très dur de faire la différence en fait entre qui et quoi, et est-ce qu'on n'est pas un peu en train de tout mélanger. Dans la littérature tuyère, ça parle beaucoup de Görtler. Donc là, nous, on a tout appelé ça Görtler. Aujourd'hui, je ne serais pas affirmatif dans le fait de dire je mets ma main, il n'y a que les qui les amènent. Pour ceux qui ne sont pas familiers, du Görtler, ça ressemble en gros à des choses comme ça. Structure longie, contre rotative. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses qu'on peut sortir directement des analyses de raisonnement. S'amuser à regarder les champs vectoriels, voir qu'on a des zones de pH, des zones de noix, comme toujours quand on a des structures rotatives. Dans quel sens c'est un mode. Oui, le Görtler, normalement, la définition première qui vient de Görtler, c'est que c'est quelque chose qui est piloté par les efforts centrifuges. Oui. Mais ça dépend ce que tu appelles instable en fait. Effectivement. Ouais, c'est toujours le problème. Et ça, c'est un des gros problèmes aussi de la littérature, c'est que instable d'un point de vue local ne veut pas dire instable d'un point de vue global. Et instable spatialement. En fait, si on va chercher cette terminologie-là, c'est spatialement amplifié, mais temporellement stable. Mais en fait, c'est vrai pour tous ces modes qui sont là. C'est tous des modes convectifs. Tous ces modes, si on les traite d'un point de vue LSC, un peu plus traditionnel, on les voit comme instables, purement, et localement. Mais en fait, si on les regarde d'un point de vue global, c'est toujours des choses qui dépendent de partage extérieur, et c'est toujours des choses qui sont convectives. Donc, c'est pas directement des modes globaux instables de l'opérateur. Ils vivent juste sur la non-normalité de l'opérateur, d'où le fait qu'on les traite en commun. Et là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, via Broadcast, on a les opérateurs et on peut aller s'amuser à faire des choses qui sont des optimes basées sur le gradient, parce qu'on a là-dedans. Donc, on peut aller chercher des optimisations de profil, des optimisations de température sur la tuyère. Probablement, la tuyère ADCH a un très mauvais point de départ parce qu'elle est hyper complexe, très courte, on verra plus tard. Mais là, c'était un peu le cas test de dire ok, on va traiter toute la physique nucléaire, on va voir si on arrive à tout capturer, et puis c'est toujours intéressant de voir concrètement ce qui se passe dans une pierre. Il n'y a pas tant de temps que ça qui est monté dans une pierre factory. Et c'est mettre la première brique sur être capable d'aller traiter une superficience. Maintenant, si on passe sur plutôt le côté conception superficienceuse, le principe c'est bon. Typiquement, superficie conventionnelle, là je l'ai bien présenté, on a quelque chose, ça c'est plutôt un cas de superrafale, une chambre de tranquillisation, on amène ici de l'air à haute pression, haute température. En fait, c'est hyper simple, une superficie c'est haute pression, haute température, convergent divergent, ça accélère. On fait un écoulement à masse élevée. Souvent, on a du vide ici pour augmenter les ratios d'amorçage. Et on transitionne quelque part. Très probablement, dans l'immense majorité des superficies conventionnelles, en fait, on transitionne au col par du tripping lié à l'arbose du col. Parce qu'au col, on a souvent des couches extrêmement fines. Et des défauts de surface, même minimes, peuvent à ce moment-là donc là, ce n'est peut-être pas une représentation tout à fait réelle de comment ça se passerait, mais donc souvent on est dans la zone d'émission acoustique de la couche limite, là où on a notre essai, donc on a une spécificité.
on va dire, dans les souffleries, ce qu'on appelle froides, donc où on ne s'amuse pas à recréer la ténibole. Les deux grosses technos aujourd'hui, c'est Blowdown. Donc là, on a au-dessus un système de régulation de pression qui nous amène notre pression. Où il y a énormément de cas où c'est des tubes de Ludwig, on en verra plus tard. Le tube de Ludwig, c'est encore plus bête. Vous enlevez tout ça, vous enlevez la utilisation, vous mettez juste un gros tube ici. Et quand vous lancez l'essai, il y a une onde de détente qui passe. Et pendant ce temps, ça crée un écoulement. Et tant que l'onde de détente n'est pas revenue, potentiellement, on a un créneau d'essai qui est ça. Donc, on va dire les deux grosses technos de soufflerie qui. Après, pour la haute enthalpie, l'histoire est complètement différente. Il y a des tubes à choc qui servent des réflexions de choc pour monter les températures. Il y a un nombre de technologies pour faire de la haute enthalpie qui est très grand. La plupart des technos plutôt haute enthalpie ne sont pas du tout adaptés à la production. Typiquement, on peut penser état de surface au col. Si on a un diaphragme qui vient se briser après une réflexion de choc, on envoie des morceaux de diaphragme sur notre pierre, on ne va pas être capable de garder un état de surface au col. Donc, le problème est déjà hyper challenging sur du froid, d'arriver à faire du silencieux. Le haute enthalpie, on est plutôt au stade de la faisabilité aujourd'hui, de dire si c'est faisable ou pas. On ne sait pas si c'est faisable. Quand on passe sur du silencieux, on met donc une aspiration de couche limite, je vous en ai déjà un peu parlé, des tuyères polies, et l'idée c'est on retarde autant que possible la transition, et donc notre modèle, il est mis dans une zone qui est plus dans l'acoustique de la couche, mais qui est en dehors, et donc qui doit des fluctuations beaucoup moins intenses. Typiquement, un facteur N de transition sur un cône typique, là, on doit être en position entre 3 et 5, et là, on doit être en il y a des vrais écarts significatifs de comment ça se passe. Les spectres qu'on voit en soufflerie conventionnelle sont très différents. Par contre, un point qui est intéressant, c'est pas parce que là, on est bruyant qu'on n'a pas les mêmes mécanismes, et il y a beaucoup de gens qui pensent que bruyant égale bypass. En hyperso, c'est complètement faux. On voit toujours la transition modale, même dans la soufflerie conventionnelle, et la soufflerie conventionnelle, c'est pareil, j'en parle plus tard, reste un super outil pour étudier la transition modale. Et les mêmes modes qu'on peut. Maintenant, on peut s'amuser, on reprend notre carte tout à l'heure et on dit, vraiment, de façon très très grossière, on va dire, je veux simuler une aspiration de couche limite. Qu'est-ce qui se passe si je supprime tout ce qui se passe en amont? Et ça, en fait, on peut le faire. Si vous vous souvenez, on a dit que on faisait une optime sur un système entrée-sortie avec un forçage et une réponse. On peut très bien dire, ce forçage-là, lui, je le restreins. Et je dis que je ne peux forcer qu'à partir du col. Tout ce qui se passe avant le col, j'ai interdiction de mettre du forçage dedans. Et qu'est-ce qui se passe si en fait, on reset tout au col? Et si on s'amuse à faire ça, donc je suis d'accord que c'est très grossier, parce qu'en vrai, il y aura une accélération, la physique sera beaucoup plus compliquée. Mais à l'ordre 1, ça donne une idée de ce qui se passe. Et si on le fait, on voit qu'on change drastiquement la carte. Bon, déjà, pas de surprise, comme on enlève ton argent, on a plus de décollement, donc plus de on voit qu'on a tué énormément les gains du Lorca. En fait, là, c'est les mêmes color maps. Toute la partie en fait, croissance dans le convergent du coup a disparu. Donc, on ne peut plus penser dans le convergent. Et par contre, sur le premier et second mode de Mac, on n'a pas de différence. C'est des choses qui vivent dans le divergent, avec des restrictions dans le divergent. Mais ça donne déjà une bonne idée de, sans même partir du principe qu'on pourrait avoir déjà une couche turbulente qui arrive au col et que celle-ci, il faut l'éliminer. Juste d'un point de vue impact sur le mécanisme, on voit qu'on a déjà un gain qui est assez immense, juste en étant une aspiration. Ouais, là on travaille. Alors, il y a plein d'écoles. On est en train de réfléchir de plus en plus à non plus avoir des forçages qui. Là on fait un pur volumique. C'est-à-dire, on cherche le plus dangereux volumique à volumique. Donc, c'est un terme source volumique qui peut forcer partout. Un point qui est probablement intéressant pour la suite, ça serait de dire, typiquement pour le cas complet, de dire c'est plus un passage volumique que je m'autorise, mais c'est des perturbations qui passent par la condition volumique. Et ça, on peut réécrire, en fait, dans ce framework-là, on peut très facilement. Mais disons que là, on est encore dans la version très fonda de la chose. On dit vraiment, on cherche le truc le plus dangereux dans l'écoulement. Si on le voulait d'un point de vue plus adapté, ça serait très intéressant de dire je connais à peu près qu'est-ce qui vit dans une chambre de tranquillisation soufflerie. Je vais plutôt essayer de chercher ce type de forçage-là qui passe à travers l'ABC, qu'est-ce que ça donne. Ça, c'est les choses qu'on peut faire dans le même framework.
Et donc, pour revenir vraiment sur les silencieuses, ça, on va dire, c'est le côté vraiment scientifique de la force avec la thèse du lot. Là, je l'ai pas remarqué, mais ça, c'est encore la thèse du lot. Après, il y a le côté un peu plus appli de la force. Où, en fait, on a un projet Fonds européen de défense qui a démarré qu'on a signé en 2022 et qui a démarré là en janvier. Où l'objectif, c'est vraiment de faire de la préconception, on va dire, de sécurité personnelle. Donc, c'est 4 € sur 4 ans. C'est que du papier crayon. On ne va pas jusqu'à construire quoi que ce soit. Il n'y a pas de questions politiques dedans. C'est vraiment l'idée de dire qu'on a besoin encore de faire plein de boulot sur les outils pour arriver à la concevoir. Oui, non, mais clairement, c'est un débat qu'on a pas mal eu. Donc c'est moi qui coordonne ce projet. C'est un débat qu'on a pas mal eu avec le DLR sur quelles sont les ambitions du projet. Et eux, ils avaient une vision qui était un peu de dire bah, si on arrive à faire aussi bien que pour nous, par exemple, c'est très bien. Moi, je suis plutôt d'avis de dire que quand on prend 4 millions d'euros à l'Union européenne pour faire des études papier crayon, on peut se permettre d'être ambitieux, normalement. On peut se permettre d'essayer d'aller un peu plus loin. Donc, c'est un consortium qui contient le BKI, le DLR, Ergon, un cabinet d'ingénierie italien. Donc, Ergon, ils nous font toute la partie plutôt installation de tuyaux mécaniques, s'assurer qu'on fait un soutien à 100 bars de 1000 Kelvin. L'ONERA, MBDA, qui est plutôt là pour le côté s'assurer que l'appli est bien au cœur de la sécurité. Et un cabinet de conseil pour nous faire des parties un peu plutôt aux environnements du management. Concrètement, ce qu'on fait là-dedans, le gros du projet, c'est full pre-design of a low enthalpy wind tunnel, donc faire une superposition traditionnelle, faisabilité de faire de la haute enthalpie. La haute enthalpie, c'est vraiment, enfin, quand on dit, c'est même pas haute enthalpie, c'est light enthalpy. C'est de genre, par exemple, dire si je me mets à max 7, je prends l'enthalpie vol, parce qu'après, il y a encore un autre monde qui est la superposition hyper enthalpie, comme il peut y avoir, par exemple, au FOGA, où là, c'est je vais chercher toutes les réactions chimiques que je veux aller chercher et je monte à la communauté. Là, c'est vraiment plutôt déjà aller chercher de l'enthalpie vol. L'idée, c'est que, bah, en fait, ça a déjà été fait dans l'histoire, en fait, notamment à Modane, à S4, quand ils bossaient sur l'EA, ils ont réussi à passer quasiment le véhicule, ils ont passé le véhicule à l'échelle 1 dans des conditions qui sont extrêmement proches de répliquer le vol. C'est-à-dire, c'est plus de la similitude, c'est vraiment de même rho, même T. Et là, en fait, si on arrivait à faire ça, on pourrait aller encore le step d'après, ça serait on a même rho, même T, et on a des ordres de grandeur de fluctuation qui sont à nouveau, on ne sera jamais en vraie application de vol. Il n'y a que aller en vol qui permet de. Et par contre, bah, en fait, aujourd'hui, moi, la façon dont je le vois, c'est en gros, avec un peu de chance, si les politiques qui se bougent, dans 10 ans, on a une sécurité. Si les politiques ne se bougent pas, on n'a jamais. Ça vaut le coup de faire des essais quand même, il y a beaucoup à prendre des essais. Oui. Ah oui, bah, je pense qu'il faut. Disons que là, un des prérequis au montage de notre projet, c'était clairement de dire on a besoin de faire de l'amont, on ne discute pas une seule seconde de coût, de payer par qui. Peut-être le jour où l'Europe dit on met 20 millions pour la faire, ça va être la guerre entre l'équilibre des LR et nous, mais au moins là, on arrive à bosser ensemble pour acheter des outils. Et je pense qu'on n'aurait jamais été capable de. Enfin, aucun d'entre nous n'aurait été capable de se lancer si on n'avait pas eu un projet de ce type-là pour préparer les outils. Oui, parce que. Donc ça nous ramène à notre plan. Et bon, soufflerie silencieuse, énormément d'activités autour de ça aujourd'hui à l'ONERA, mais pas une solution viable pour avancer sur la transition à court ou moyen terme. Donc ça nous renvoie sur on a besoin de faire la soufflerie conventionnelle aujourd'hui. Et là, on a la chance d'avoir à l'ONERA, à Meudon, une soufflerie hypersonique qui est RDCH, qui est en fait un super outil. 32 cm de diamètre à peu près en sortie, donc on peut déjà passer des maquettes qui sont pas trop petites, on arrive à mettre des capteurs dedans, à les instrumenter comme il faut. On fait max 5, 6 ou 7, donc pareil, on peut bien jouer sur les Mac. Et la grosse force de cette soufflerie, c'est ce que vous voyez ici, sur les pressions d'arrêt, autant on a un peu de variabilité sur la PI, mais ça à la limite, c'est pas déterminant. Ce qui est vraiment déterminant, et là encore c'est pas exhaustif, c'est qu'on peut aller de pression d'arrêt de l'ordre de moins d'un bar, à 80 bars. Donc en fait, on a un gros bouton Reynolds. Et ça, c'est pas souvent le cas en soufflerie. La plupart des souffleries, notamment quand on est habitué aux transistors, les souffleries
souffleries, elles sont prises en barre parce qu'elles ne sont pas pressurisées et on n'a pas de bouton Reynolds. Là, nous, on a un bouton Reynolds qui nous permet de parcourir de full laminaire à full turbulent. Et donc, on peut vraiment s'amuser à aller parcourir toute la transition, ce qui est très cool. Et puis, bah, ça, c'est une photo qui a gagné le prix des photos du véhicule cette année, qui a été faite par Loïc, son marque, en l'occurrence, qui est en fait Volt en veine vue depuis là. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces souffleries? Bah, on met des maquettes. Donc là, vous avez un exemple de la maquette Volt. Souvent, on arrête des capteurs et on fait de la métrologie infrarouge. D'un point de vue donc, infrarouge, c'est une caméra qui vient filmer la surface. De cette surface, on fait de l'image pour récupérer, on fait plein de corrections. On corrige pour les. Donc, ça, c'est juste des maps. On corrige pour les angles d'émission, on corrige avec les caractéristiques matériaux. On en remonte à une carte de température. De cette carte de température, on résout l'équation de la chaleur, on remonte à une carte de. Donc, il y a tout un post-traitement qui est mis en place, avec tout ça, bien sûr, qui est calibré en veine, pour qu'on peut miroir le hublot. Et c'est une métrologie aujourd'hui qui est hyper maîtrisée au DRCube et qui nous permet vraiment de faire des choses super. En fait, moi, je trouve avoir de la donnée surfacique en XP, quand souvent on est habitué à avoir de la donnée ponctuelle, c'est une énorme plus-value. Et le fait, en fait, la donnée XP par essence est très peu riche, parce que dans ça, on a des points ponctuels à certains endroits. Dès qu'on met un capteur, on appuie sur est-ce que le capteur modifie l'écoulement, et c'est assez compliqué. Et le fait d'avoir de la métrologie optique qui nous renvoie de l'info quantitative surfacique, c'est assez génial. À côté de ça, on a des capteurs de pression stationnaire, et notamment un des énormes boulots qu'on a fait ces dernières années, c'est de monter en compétence sur le PCB 132, le PCB c'est la marque, qui nous permet aujourd'hui de faire des mesures de pression dans une gamme de 10 kHz à 500 kHz. Donc, ça monte très très haut. Il faut l'acquisition qui tourne bien derrière. Il faut s'affranchir de tout le problème de compatibilité électromagnétique qu'on peut avoir dans ces gammes de fréquences. Ce n'est pas de la gamme traditionnelle soufflerie. On a fait énormément de choses ces dernières années sur calibrer ces capteurs, les maîtriser en environnement soufflerie, les intégrer comme il faut en maquette. Et aujourd'hui, on est assez content de ce qu'on arrive à en faire. Aux technologies beaucoup plus classiques, du capteur de pression stationnaire traditionnel soufflerie. Un point à dire, c'est que ça, c'est des capteurs qui ne passent pas le contenu. Ça ne permet pas de monter. Souvent, on donne un environnement soufflerie à un capteur qui n'est pas capable de sortir une pression moyenne, il devient plus. C'est que de la dynamique. En fait, c'est un espèce de microphone qu'on entend. Autre métrologie qui est énormément utilisée, c'est la strioscopie. Donc, celui-là, il fait 3 mm de diamètre. 3 mm par 9 mm. Il faut prévoir que le câble, comme il sera droit, il faut le trouver. Ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute de l'époxy par-dessus, on vient usiner à la surface du modèle. Donc, on arrive à l'intégrer vraiment très très propre. Parce que, typiquement, si ça s'intègre ça sur un cône, si on va aller proche de la pointe, ben, un plat de 3 mm de diamètre sur un cône, qui a de la courbure, c'est mort. C'est des marches et la donc, ouais. Il y a vraiment, c'est dans, quand je mets, on a vraiment passé beaucoup de temps à développer différents cas sur l'intégration, l'utilisation en soufflerie et l'exploitation de ces capteurs. Et on a encore énormément de travail à faire parce que c'est pas autre moyen d'essai qu'on utilise beaucoup, c'est la strio. Strio rapide notamment. Là, l'idée, c'est technique de visualisation des gradients de densité dans l'écoulement. Optiquement, je ne vais pas trop expliquer comment ça marche, mais vraiment, l'objectif, c'est on voit tous les gradients de densité directionnels, on peut orienter la direction à droite. Souvent, on couple ça avec des super caméras. Ça, c'est une caméra qui a été faite par CEA qui est une 7510. Si vous regardez les specs, on monte à 1,7 MHz dessus. Donc, quand on pense transition, même que ce soit linéaire, non linéaire, on va penser à second mode 300 kHz, harmonie 600 kg. Avec des temps d'expo, et ça, c'est vraiment, je pense, le point le plus important sur l'utilisation de cette caméra R2, des temps d'expo de l'ordre de 100 nanosecondes. Quand on regarde 100 nanosecondes sur son film, en fait, c'est un déplacement d'environ un pixel, donc pas tout de mouvement, juste pour le temps d'expo. Traditionnellement, sur les essais hypersoniques, très souvent, c'est des lasers pulsés qui font l'allumage, qui font l'éclairage, parce qu'on a besoin de figer l'écoulement, on a besoin de temps d'expo. Un laser pulsé qui tourne à 1,7 MHz, je pense que c'est en 1000 pulses, et on peut faire. Là, l'avantage, c'est qu'on est sur un temps d'expo purement caméra, on a un éclairage continu super puissant, et là, on remplit la mémoire de la caméra. Comme la soufflerie en plus, nous permet de tenir la condition pendant assez longtemps. Il y a une campagne là où chaque run qu'on faisait, on avait 2 secondes de film à 1,7 MHz. Et 2 secondes de film à 1,7 MHz, vous allez le voir plus tard, ça laisse la possibilité de faire du traitement spectral simple. Parce que là, on a de la donnée, on peut converger.
Le problème, c'est que 128 gigas de film pour le traiter, et typiquement, souvent, on fait de la SPOD, ça coûte cher. Et donc, on s'est monté tout un algo distribué de SPOD où on fait ça sur SATA en fait, directement. Donc, on a refait la version. On prend notre film, on le monte en mémoire, on l'envoie sur des notes de calcul, on fait des fourriers en parallèle, on se tape toute la réorganisation en mémoire pour ranger les trucs par fréquence, et on fait notre pod en parallèle, et on en sort des modes pod. Et là, aujourd'hui, on a vraiment le côté le plus long pour traiter des films de 128 Go, c'est le passer de la caméra au cluster. C'est le temps de transfert de la donnée. Et je pense que c'est dû à deux choses. Enfin, trois choses. On a les caméras, on a une soufflerie qui a des temps d'essai très longs, donc on peut sortir énormément de données. Et traditionnellement, les mecs qui font de l'expé, ils ont leur PC dans leur labo, ils n'ont pas de cluster. Et le fait que nous, on vient aussi du numérique, fait qu'on est à l'aise avec ce genre de choses. Et aujourd'hui, je pense qu'on a pris de l'avance sur pas mal de la communauté en combinant toutes ces choses-là. Et vous allez voir plus tard, on a des choses qui sont mieux résolues que tout ce qui a été fait. Ouais. Ouais, ça c'est tout en Python. Je pense que le script qui fait ça, sans mentir, il fait 60 lignes. Ça c'est un gazer. Ça c'est des scènes receive. Ça c'est un gazer. Ça c'est un NumPy RFT. Et puis là, comme on fait la méthode des snapshots, on a des petites matrices à traiter. Donc c'est un lineage.egg. Mais par contre, la première fois, il faut se poser comme il faut pour réfléchir à. Parce qu'en fait, le gros du script, c'est communiquer de nœud à nœud pour organiser la donnée. Donc, on a tous ces outils super cool. On peut en faire de l'analyse expérimentale. Et je vais commencer par Bolt. Donc là, vous avez une vue de la banque en Bolt. Donc, pour Max 6 et Max 7, démonté en Reynolds, on a du Stanton. Donc, Stanton, c'est un nombre dimensionné qui représente le flux. Et on va, comme je vous disais, d'un cas bas Reynolds ou bilaminaire, où on voit par la courbure du choc, le tourbillon central qui apparaît, c'est une grosse zone de bas flux. Fait une zone d'approche, pardon, il lève l'écoulement, donc ça fait des zones à faible quantité de mouvement qui sont très froides. Si on augmente un petit peu le Reynolds, on arrive à avoir des lobes de transition qui commencent à apparaître sur le corps. Et si on va beaucoup plus haut, donc là, vous pouvez voir, il y a quand même un rapport 10 sur le Reynolds. Là, on a des fonds de transition qui sont très avancés, avec des zones complètement turbulentes. Et on peut voir que en fait, les zones centrales sont facilement à découvrir. Et si on s'amuse à regarder, on voit qu'il y a des petits mouvements sur le corps. Voilà. Il y a plein de physiques potentiellement à voir là-dedans. Max 7, sensiblement la même histoire. Maintenant, la question c'est comment on transitionne là-dedans. Et si on s'amuse à analyser les spectres, donc on prend un capteur PCB qui est situé ici. Donc sur l'image d'avant, c'est à peu près là où le lobe est. On trace, donc ça c'est la courbe de flux sur cette ligne, pour donner une idée d'à peu près où on peut être sur la fonction de force. Quand on va transitionner, le flux va augmenter totalement. Et ça, c'est un spectre en fréquence. Bon, là on est laminaire, il n'y a rien à voir. Hein. Vous avez le noise floor électronique qui est en pétillé. Vous voyez, on ne sort même pas du niveau de bruit. Donc vraiment rien à interpréter. On a une jolie bosse ici, c'est purement de l'électronique. On s'amuse à monter un petit peu le Reynolds. On voit le flux qui commence à augmenter, premier signe de transition. Une petite bosse qui apparaît sur le fait. Et si on s'amuse à y aller encore, un peu plus, on voit qu'on fait avancer la ligne de transition, le plan où on commence à fonctionner, et on voit que en fait, on a bien une belle bosse qui apparaît dans le spectre, et donc potentiellement un mécanisme qui s'amplifie dans les coups. Si on pousse encore plus loin, cette bosse elle s'étale non linéairement, et on finit par avoir du tout turbulent. Donc ça, c'est vraiment ce que je disais, la force du Reynolds. On peut vraiment parcourir tout le laminaire, voir l'instabilité qui apparaît, voir la non-linéarité qui s'étale, et puis voir le flux turbulent. Bon, l'arnaque, là, c'est que ça, c'est du Max 7. On a cette jolie bosse. Si vous vous souvenez à Max 10, on a exactement les mêmes fonds de transition. En fait, là, ce que je viens de vous montrer, c'est du second mode, qui apparaît à Max 7 parce que les Macs de front accroche sont suffisamment élevés pour qu'ils apparaissent, mais c'est absolument pas une petite transition. Donc c'est là aussi où l'interprétation est importante, parce qu'en fait, on pourrait se dire, trop bien, j'ai trouvé un truc qui a la fréquence du second mode, je transitionne par le second mode, mais en fait, raté sur mode, c'est le cross-code qui fait transitionner. C'est juste qu'on a une gamme où le second mode, il est là, on arrive bien à le voir, mais c'est pas le Maxis, on perd complètement le second mode, et on a exactement le même fond de transition. Donc, c'est pas définitif, tu vois, c'est le problème avec l'extrait, tu peux jamais dire c'est affirmatif, c'est tel truc qui fait transitionner. Mais là, tout pointe vers le fait que c'est pas le second mode qui fait transitionner. Parce que quand on l'élimine complètement, on se retrouve avec
exactement les mêmes. Il y a un biais expérimental sur ça. En fait, les expérimentateurs parlent énormément de second mode parce que c'est le. Et le premier mode qui est beaucoup moins. Alors, il y a deux arnaques pour moi avec le premier mode. La première arnaque, c'est localement, les taux d'amplification sont beaucoup plus faibles que le second mode. C'est-à-dire les max de taux d'amplification du second mode sont beaucoup plus élevés que ceux du premier mode. Donc, les gens disent au-dessus de Mach 4,5, le second mode domine. Ce qu'ils oublient dans l'histoire, c'est que le domaine sur lequel sont beaucoup le premier mode est immense, alors que le second mode, il est très restreint. Donc, au final, quand on intègre l'amplification du premier mode, qui est beaucoup plus faible sur toute la longueur sur laquelle ils s'amplifient, on arrive à des amplitudes qui ne sont pas beaucoup plus faibles que celles du second mode. Donc, il y a le premier raccourci qui est de dire taux d'ampli égale dominant, ça, c'est pas vrai. Et le deuxième raccourci qui est de dire, bah, regardez, en XP, je vois que du second mode, donc c'est le second mode. Ouais, mais en fait, le premier mode, tu ne peux pas le voir parce que c'est une bande restreinte. Donc, il y a un biais, il y a un double biais. Il y a un biais qui vient de la LST et un biais qui vient de l'XP qui tend à dire que tout en hypersonique est du second mode. Ouais, puis là, ton premier mode, c'est du crossflow. Ah bah, là, en plus, c'est du crossflow. Ouais, parce qu'il est beaucoup plus costaud que du VTS, par exemple. Oui. Ça, ouais. Et potentiellement, ce qu'on voit là, en fait, on n'a pas trop commenté, mais potentiellement, cette bosse-là, il est au costaud. On est trop dans les zones d'incertitude du PCB pour être affirmatif, pour vraiment en parler de ça. Donc, on n'en a pas. Et malheureusement, pour parler de monter en compétence sur l'essai, cet essai-là, nos QLIT coupent à 10 kHz parce qu'on a trop de longueur de câble. Et donc, en fait, on se prend la coupure du câblage entre le moyen d'acquisition, entre le moyen d'alignement du capteur et de conditionnement du capteur et des capteurs. Là, on a réduit drastiquement ces longueurs de câblage. Maintenant, on arrive à 40 kg, donc on a un vrai overlap entre le PCB et le QLIT. Si on l'avait eu sur cette campagne, on aurait probablement pu être beaucoup plus affirmatif sur la transition. Maintenant, on peut aller plus loin. On peut dire, bah, je vais faire de l'amplification spatiale. Bon, ça, c'est ce qui s'apparenterait à un vecteur N. Dire, je prends mon amplification quand j'ai aucune trace du mode. Moi, je prends mon amplification quand j'ai le mode qui commence à apparaître et je vois quand j'augmente le long de l'objet, je recule le long de l'objet. Donc, bien sûr, c'est déjà nouveau, parce qu'on a une streamline qui est une ligne des capteurs. Et on peut voir du coup qu'on amplifie, on arrive à des facteurs N sur le second mode de l'ordre de 2. À nouveau, ça paraît un peu faible. Donc, c'est aussi un peu plus à dire. On peut sortir des fonctions d'intermittence. On voit que, en fonction de Reynolds, on a des transitions qui n'arrêtent pas au même endroit sur le corps et vraiment. C'est un peu bizarre, je suis d'accord, c'est une fonction d'intermittence en Reynolds, on ne peut pas manipuler les 90, mais on peut vraiment voir qu'il y a un moment, le fond de transition, en fait, commence à se là. À un moment, quand on augmente le Reynolds, le fond de transition passe dessus, et après, il passe. Et puis, on peut aller chercher aussi des vitesses de groupe des instabilités. Et typiquement, là, ce qu'on a vu, c'est que tout ce qu'on analysait comme étant du second mode, si on prend une vitesse approximative sous le choc, donc UE, ce qu'on appelle UE wedge, on prend un wedge qui fait le même angle global, et on prend la vitesse là-dedans. On lui soustrait la vitesse du son, et on tombe sur un mode qui ressemble très fortement à du sous-acoustique mode. Ce qui est cohérent avec le fait que ça s'appelle du second mode. Donc, et ça, c'est juste par l'XP. Vraiment, il n'y a rien d'autre que de l'XP là-dedans. On n'est même pas allé chercher un U sorti de CFD. C'est vraiment l'XP qui va être écrit. Donc, juste par l'XP, je trouve qu'on peut déjà aller chercher des infos physiques hyper intéressantes. 0,5 et 0,8. Alors, celui-là, c'est celui qui est dans la ligne centrale. C'est des instabilités que je ne vous ai pas montré là parce que sinon, ça va être trop long. On a d'autres instabilités qui apparaissent dans la ligne centrale. Donc, dans le upwash du tourbillon, elles se déplacent beaucoup plus longtemps. Mais probablement parce qu'elles sont en fait dans cette zone de upwash. Et donc, elles ont beaucoup moins un écoulement beaucoup moins rapide. Celles-là, elles sont dans des couches limites vraiment purement attachées. Et le fait que ce soit U-, que ça aille bien avec U-A, c'est en BC ou sur le fait que ce soit en BC. Voilà, ça, c'est à peu près ce qu'on avait fait sur Bolt. Ensuite, donc Bolt a été, je pense, la plus belle campagne de transition faite à R2CH pendant un mois. Et après, on a fait CC Boost. Donc, ça, c'est avec le CEA. Avec Clément. Donc là, encore cône, cylindre, jupe. Potentiellement, il y a des décollements qui apparaissent ici, une couche limite attachée. En fait, ce corps, il est génial parce que il passe de très simple à très compliqué très vite. Et si on veut s'amuser à faire que du cône, c'est assez facile, c'est la couche limite attachée, on va voir du second mode canonique.
Et après, quand on arrive là, on prend une détente. Donc déjà, ça se complique un peu. On passe les installer à faire une détente. Et puis là, on se prend une interaction de chaque couche limite, on décolle. Et là, on rentre un peu en ampère parce que ce décollement, en fait, il est bien défini quand on est complètement laminaire. Et dès qu'on commence à transitionner, il y a une rétroaction de la transition sur la tête du décollement et on n'a plus de champ de base qui est bien défini. Donc on peut aller chercher de la physique hyper compliquée en fait, d'un point de vue transition là-dedans. On a fait de la slow rapide. Et je ne sais pas si ça rend bien en projecteur, mais là vous pouvez voir des trains d'onde qui passent à la fonction cylindre comme cylindre, qui sont en fait des ondes secondaires. Et ça, bah, si on s'amuse à faire de la spod, on voit dans notre spectre qu'on a un truc à 160 kg qui, si on fait les corrélations basées sur l'épaisseur chimique et le UE que ça tend à avoir, tombe bien sur le second mode. On voit qu'on est océanique, qui apparaît dans le spectre de spod. Et maintenant, si en plus on rajoute un petit PCB là-dedans qu'on a et qu'on compare les spectres, on voit que bah, le PCB capture bien notre fondamental et capture bien aussi notre harmonique. Donc on est cohérent entre les méthodologies, en sachant que les spectres ne sont pas exactement similaires. Là, il y a un peu de contribution de la fonction de transfert du PCB qui est posée sur le spectre noir. Mais il faut garder en tête que la SPOD, c'est un truc qu'on intègre sur l'intégralité de l'image par rapport à une donnée qui est locale. Donc là, on peut déjà conclure qu'on voit probablement bien le même phénomène sur les deux, et c'est normal qu'il y ait des différences. Maintenant, si on vient regarder à quoi ressemble un mode SPOD, ça devrait arriver. On va trouver le mot. Voilà, donc ça c'est un mode qu'on a extrait du film par la SPOD. Et bah en fait, si vous regardez un peu la littérature, je pense qu'un mode résolu comme ça qui vient d'une SPOD, ça n'existe pas. Si on jouait au jeu XPO numérique, je pense que 99% de la commune a connu. Et encore, numérique pas trop mal fait. On en connaît des pires que ça, des modes numériques. Il rayonne ton mode. Ouais, bah quand il prend la détente, en fait, là, ouais, il émet de l'acoustique qui se barre avec la détente. Il y a une onde de bac. Et on peut faire la même chose avec l'harmonique. Donc là, il y a moins de signal, c'est un peu plus bruité, mais du coup, on peut aller vraiment chercher. Ça, c'est comme un truc. Ça se voit, il y a du bruit. Il y a du bruit. Clément, à l'époque, s'était même amusé à faire des propositions de mode sur la SPOD, sur les interactions luminaires de la SPOD. En fait, on peut aussi le faire avec le PCB. Hein, si on s'amuse d'aller chercher des interactions dynamiques et pour nous contraste des spectres sur le second mode, bah, on voit qu'en fait, on a des interactions fondamentales qui créent des harmoniques, on a des interactions fondamentales harmoniques, on a des interactions harmoniques. Donc on est en train, en fait, sur ce qu'on a là, on est en train de remplir le spectre. On est en train d'avancer dans le process de transition et les interactions dynamiques sont en train de remplir le spectre. Donc ça, c'est pour à nouveau dire, bah, juste par l'XP, on arrive quand même déjà à aller, je trouve, assez loin dans la physique. Et ça, c'est cool. Maintenant, il y a des trucs qu'on n'arrive pas du tout à expliquer. Et typiquement, on se met dans un capteur qui est dans la bulle. Ici, on sort un spectre, on se retrouve avec des trucs où il y a 4 bosses. Perso, en général, on va s'attendre à avoir second mode, potentiellement un premier mode qui vient dans la piste de mélange, mais on ne s'attend pas à avoir 4 modes. Donc intuitivement, on se dirait, ok, lui c'est du second, lui c'est probablement du premier mode, c'est quoi ces deux-là? Et là, le réflexe de base, c'est de dire, bah, je vais faire pareil, je vais faire des interactions non linéaires, aussi bien c'est des interactions linéaires, des non linéaires. Et on voit que bah, on pourrait trouver. En fait, c'est un peu le problème avec l'XP, à force de chercher des explications aux choses, on finit par en plus. Et donc, il y a des cas où c'est bien. Bah, j'ai très peu de doutes sur le fait que quand on est sur le non linéaire du second mode et qu'on voit les harmoniques apparaître et le fait que ça remplir, j'ai aucun doute sur le fait que c'est effectivement de l'harmonique du second mode, on la pense. Et en fait, on va se rendre compte plus tard que ça, en fait, c'est complètement faux. Et on a beau trouver plein d'interactions non linéaires qui remplissent tout, bah, en fait, on peut vraiment raconter n'importe quoi. Et ça nous amène vers le besoin d'après, qui est le besoin de faire de la heuristique numérique. Et je pense que c'est discutable, mais moi, la façon dont je vois les choses aujourd'hui, il est vraiment structuré comme ça, c'est de dire la soufflerie, c'est un moyen d'approcher des choses qui vont servir pour les symboles, et le numérique, c'est un moyen d'expliquer de la physique qu'on a vu en soufflerie, ou en vol. Et je peux me décomposer encore plus. Pour moi, la meilleure façon de faire, c'est probablement de faire et des DNS et de la stabilité, et de voir la stabilité comme un espèce de post-process des DNS pour comprendre la physique. Et donc, bah, je reprends un peu le même plan.
Bolt, ça va aller assez vite. Bolt, on compare deux filières aujourd'hui. On n'est pas encore allé très loin dans la suite parce que l'expert a quand même beaucoup de temps à Loïc. Plus, on a monté en fait ce qu'on appelait la filière traditionnelle, hein, c'est-à-dire on fait un blocking ICM. Le problème, c'est que si on veut faire des choses propres, il faut qu'on soit mis avec le choc. Donc là, on a une filière d'adaptation de maillage doctorante, on va dire, qui est Loïc qui prend le maillage, fait un calcul, fait un phase de choc, projette la surface centrale sur le choc, commence, on fait pas content de son maillage. Mais donc ça, c'est un process qui doit prendre bien 3 mois et sur lequel maintenant on a un maillage qui est super propre. L'objectif à terme, c'est d'envoyer des DNS. En parallèle, on fait la filière un peu plus loin, où on dit je rentre une CAO, je laisse Refine et Sonix gérer le maillage, et je fais de son maillage tout droit. Et si on compare ça à l'XP, donc on prend en fin de l'XP, on a donc une coupe ici que je vous montre, c'est une coupe ici. On a en orange le structuré Elsa, en rouge Refine Sonix, donc le Sonix non structuré adapté. Ce que vous voyez ici, c'est juste le fait que les barres d'attaque, en fait, ils reviennent sur le dessus. Et puis, on n'a pas découlé l'espace, donc vous voyez le flux de dessus du barre d'attaque. Vous pouvez voir qu'il y a une différence avec l'XP qui est quasiment constante. Et ça, c'est un peu l'erreur de débutant qui est on n'a pas plus de compter. Alors qu'on a des images en rouge. Donc, on a exactement la valeur de la température de paroi sur le plan de la qu'on veut faire. On ne l'a pas prise, on a mis la 300K, on fait toujours la limite des temps en hypersonique. Et bah, c'est pas bon. Et par contre, le fait que l'offset soit assez constant, nous fait bien dire que c'est un problème de TP, et qu'on pourrait en fait offset complètement la courbe juste en changeant la température par an. Si on avance sur le corps, et par contre, ce qu'on peut dire aussi, c'est quand même qu'on a un excellent match entre les deux filières. Si on avance sur le corps, on voit que, pareil, on a toujours cette offset liée à la TP. Ici, on commence à passer au-dessus en effet. En fait, c'est les prémices de transition qui apparaissent. On voit. Et si on recule encore plus sur le corps, on voit que là, on a vraiment un écart important entre l'essai et le calcul, alors que les deux calculs vont assez bien ensemble. Et ça, c'est vraiment le début du lobe transitionnel qui apparaît. C'est le début du surplus lié à la transition qu'on voit. Mais ça nous sert à deux choses. Déjà, on est assez content d'avoir des aussi bons matchs XP numériques modulo cette carte de. Et ça nous permet de valider que la filière adaptation neige. Et ça, c'est un peu la conclusion. C'est Loïc, quand il m'a donné son set, en début d'après-midi, je lui ai donné les mêmes courbes, puisqu'il avait mis 3 mois à produire du shot-picking sur son système, c'est un peu frustrant potentiellement. Mais c'est le jeu, on est obligé de suivre ce process. En fait, pour moi, on n'aurait jamais fait confiance à en fait, on veut des maillages qualité DNS. Topologiquement, en avant-corps, tu ne peux pas le faire en monobloc. Il faut un haut ou quoi que ce soit devant. Donc, il y a un moment, tu essayes de limiter on ne veut pas casser les muscles, donc il faut qu'on n'ait pas des sauts de vagues importants, des angles importants. Donc, en fait, rien que faire une topologie propre, ça prend déjà un temps. Et après, il y a toute la partie, ok, j'ai ma topologie qui est propre, j'ai passé 1 mois et demi là, à faire ma topologie propre. Le truc qui est un peu ingrat, c'est que tu as passé 1 mois et demi à faire une topologie. Probablement, si tu devais la refaire avec ce que tu viens d'apprendre sur ce corps-là, il faudrait une demi-journée pour la refaire. Mais le process, il prend 1 mois et demi. Parce que tu crées une topologie, ça va pas. Je me retrouve avec une maille qui est avec un rapport qui va pas du tout en plein milieu de mon corps, ça va plus avec ça. Et puis après, il y a le côté, une fois que ta topologie va bien, tu projettes sur le choc, tu fais ça 2-3 fois. À chaque fois, il faut taper le et c'est la génération de maillage. Et ensuite, il y a choisir tes tailles de cellules dans chaque bloc. En fait, c'est un processus qui est hyper fastidieux de faire du maillage structuré sur des corps un peu complexes. Ah bah si. En fait, je vous ai pas. Oui, le bord d'attaque est fait. Ah, il y a largement pire, mais rien que mailler qualité DNS, c'est déjà très cool. Et en fait, de toute façon, à partir du moment où on va dire, pour moi, le maillage, tu passes de topologie que tu peux faire en monobloc à topologie que tu peux faire en pur multibloc. Déjà, c'est parti pour avoir un maillage de qualité. Hein. Si c'est juste pour générer un maillage pour faire du rent, nous, il y en a plein qui le font dans la journée. Mais ensuite, si on ça, c'était pour le bol. Le bol, c'est à peu près là où on en est. On n'a pas. Alors. Non. Ouais, je me balade un peu, désolé.
Maintenant, Bolt, le challenge, là, à terme, c'est pas d'être capable d'aller chercher le point R2 qui doit être par là, mais c'est d'aller chercher le point R2. D'aller chercher le plus haut Reynolds luminaire possible. Et là, en fait, ça devient un vrai challenge parce que si on regarde les cartes de Fight Terrain, j'ai oublié de vous montrer avec des gens. S'il y avait la légende, là, vous verrez qu'on est entre 15 et 20. Fight Terrain de 15, ça fait un ratio. Pour garder un champ laminaire là-dedans, il ne faut pas rentrer beaucoup d'erreurs numériques. Parce que l'erreur numérique qu'on rentre, elle va prendre 10 puissance 6 dans la tête. Puis après, il y a plein de questions existentielles, philosophiques sur c'est quoi un base flow. Est-ce que le tourbillon central, à peu près tout le monde est d'accord pour dire que ça fait partie du base flow point. Est-ce que les sticks qu'on peut voir sur ces endroits-là, ça fait partie du base flow, c'est pas du base flow. Il y a un vrai débat. Et là, on bosse beaucoup avec Chris Dunn, un petit peu avec Graham Candler, mais les échanges sont moins officiels aujourd'hui pour des raisons de programme. Pour essayer d'arriver à tous converger le même base flow. Et puis là, le stade où on en est, donc les courbes bleues, c'est US3D, donc qui est un peu la référence aujourd'hui en solver et perso. Les courbes rouges, c'est Sonix adaptation maillage. À nouveau, vous avez les trucs qui viennent de la programme. Mais ce qu'il faut dire, c'est que US3D, c'est on va dire 6 mois de maillage pour un postdoc plus du calcul. Sonix, c'est moi qui fais ça sur mon temps libre de step. Il y a 2 jours, les résultats n'étaient pas du tout aussi bons. Là, on a repassé un cap parce que Bruno a amélioré des choses. Mais on commence à avoir des choses qui commencent à être vraiment convaincantes sur ce qu'on arrive à récupérer avec le Sonix à moins d'être. Et bien en fait, ça, et ben justement, c'est toute la question de est-ce que ça doit être là ou est-ce que ça ne doit pas être là. En fait, c'est le petit tourbillon. Deux petits tourbillons qui partent du corps. C'est un nouveau des coupes transverses. Ouais. C'est un nouveau des coupes transverses. Donc en fait, là, tu as les tourbillons centraux. Celui-là, je sais même pas ce que c'est, c'est probablement le gros downwash de la routine. Eux, c'est des petits tourbillons. Après, vous allez voir la tête, vous allez faire. Mais ce que je ne vous montre pas, c'est aussi, d'ailleurs, on a numérisé un, il y a aussi des données des symboles là-dessus. Tous ces points, toutes ces courbes-là sont relativement proches des symboles. Et l'idée là, c'est le cas est quand même super compliqué à choper parce que dans un très très haut Reynolds, laminaire très haut Reynolds, on se compare tous et on essaye de coller le plus possible pour arriver à avoir ce qu'on a. Mais là, je trouve qu'on rentre dans des choses qui étaient vraiment convaincantes, qui n'étaient pas du tout gagnées. Et à nouveau, c'est un peu notre cas de valide au Reynolds pour l'adaptation. Et on a encore, donc il y a plein de questions. Est-ce que ça vient d'erreurs numériques? Parce que aujourd'hui, l'intégration temporelle à la fois de Sonix et de S3D est discutable. Le S3D, c'est un espèce de gear. Donc, suivant ce que choisit le gars qui fait le calcul, il peut amener énormément de bruit, le gear. Dans Sonix, c'est un plus pareil. L'objectif, nous, à terme, c'est d'envoyer jamais un statut et de. Non, elles sont super fines. Maintenant, en fait, parce qu'en fait, tu es d'accord que le bord de la tête, il suffit tout le corps. Donc, typiquement, quand tu es là, tu as des couches fines qui sont ridiculement fines. Là, tu es relativement épais parce que tu as le tourbillon qui va te lever. Mais là, tu es super. 0,60. En fait, là, tu as la version symétrique. Mais nous, on fait qu'un demi-compte. Et donc, l'objectif à terme, nous, là-dessus, c'est ça. Si on prend l'opérateur discret 3D, là, on fait un Newton avec cet opérateur-là, comme ça, on converge un vrai vaisseau, on sort la question d'intégration temporelle, on va chercher une vraie intégration temporelle propre, ce qui ne nous laissera plus que des questions sur la résolution maillage et sur le côté spatial. Et puis ensuite, si on peut s'amuser à essayer d'envoyer du résolvant, ça risque de coûter un peu cher. Le résolvant 3D, oui, c'est ça. On est en discussion avec des gens pour nous trouver 20 000 cartes. Maintenant, on va vraiment parler résolvant. CCF12. Donc CCF12, on était resté sur. Bon, déjà, la première question qu'on s'est posée sur CCF12, c'est un truc qui finalement ne se fait pas comme ça, c'est est-ce qu'on a un base flow qui est convergé? Donc on a calculé des base flows, donc même technique avec broadcast, c'est point fixe, ça va être dans le Newton, donc on sait que déjà on a des schémas d'ordre, mais on a fait l'effort, on est allé se comparer avec Vulkan CFD de la NASA, qui est le serveur qui utilise l'équipe de l'Europarades,
Là, j'aurais pu vous montrer des profils de dérivés, des choses, les topologies de bulles, je trouve que c'est assez visuel. Hein. On voit que même quand on a des très hauts Reynolds, avec des topologies de bulles un peu affreuses, on colle parfaitement. Donc, première étape, déjà, on a validé que solver à solver, on avait le même vaisseau. Ce qui est, je pense, un point hyper important quand on veut comparer la stabilité, parce que la quantité de papiers où on voit des comparaisons de stabilité où les différences viennent des différences de vaisseaux. Donc là, déjà, on a posé des bases. Bon. Ce qu'on dit pas, c'est qu'on n'a pas fait forcément la comparaison de stabilité. On a juste fait la base. Mais si on s'amuse à regarder des cartes de gain, bah, on voit les trucs typiques hein, qu'on a sur ce genre de corps. Des boss qui sont liés au second mode à haute fréquence. Donc ça, c'est en fonction du Reynolds. Des boss qui sont plutôt liés au premier mode dans les couches limites et du coup la continuité du premier mode dans les couches de mélange. Et puis des strips. Strips qui sont notamment très amplifiés sur la G. Et donc là, il y a à nouveau tout ce débat. Ces strips, ça peut être du porter, ça peut être du lift-up, ça peut être de l'interaction non linéaire de mode oblique. Ça peut être des modes de beau qui. Bon, là, du coup, en résolvant, c'est pas des modes de beau. Mais sur l'essai, ça peut. Et puis, truc qui est cool, bien sûr, c'est à une amplitude près, parce que c'est linéaire le raisonnement. Mais quand on s'amuse à comparer les gammes de fréquences du raisonnement et des PCB, on tombe quand même sur des trucs qui matchent parfaitement. Là, on match en amplitude parce qu'on l'a recalé. On n'a pas prédit l'amplitude du PCB avec une méthode linéaire. La méthode linéaire, elle est une constante près. Mais déjà, quand on la recale au max, on voit qu'on est quand même. La largeur de bande des boîtes. Ouais. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on reconstruit une variation de pression à partir de la paroi à la localisation. Truc typique qu'on prend dans la gueule en permanence, c'est vous faites du second mode pour faire la LST. On s'amuse à le faire. On s'amuse à comparer les taux de croissance résolvant à LST. Et on voit qu'on a des choses qui ne matchent pas trop mal. Bien sûr, il y a toujours des différences résolvant à LST. On n'est pas dans les mêmes sets hypothèses. On n'a pas de côté non parallèle. On a les part. Moi, je pense que la différence peut-être la plus marquante quand on veut faire la comparaison résolvant à LST, c'est le fait qu'en LST, on définit des facteurs n à partir du moment où on a passé la coordonnée. Ça, c'est un truc qui n'existe pas du tout en raisonnement. Et ça nous fait arriver de plus en plus à la conclusion que le facteur n, c'est très cool, mais c'est un truc qui est bien posé que dans LST. Et il faut réfléchir à comment le définir si on utilise d'autres méthodes. Ouais. Il y a les mêmes problèmes en DNS. Hein, et encore en pur local oui. parallèle. Oui. Déjà, tu fais du PSE, ça devient déjà difficile. Donc, si on veut faire de la comparaison, en fait, la comparaison interméthode de LST est pas cette directe. Et c'est normal qu'on ait des différences. Mais quand on voit ça, je veux dire qu'on va quand même probablement pas trop mal choper vis-à-vis de le second. Ensuite, si on regarde notre tir un peu problématique, là, où on avait 4 pics, on ne sait pas ce que c'est. Donc ça, c'est des travaux, c'est Clément qui a beaucoup fait tout ça. Si on se met sur ce cas d'essai là, et on va de PCB en PCB de plus en plus en arrière sur le corps, et on regarde les modes de raisonnement, comment ils se comportent. Là, on voit qu'en fait, dans l'essai, notre pic de second mode, il a l'air de se splitter, donc c'est les courbes noires, puis de se resplitter, de faire 3 pics, puis de se re-resplitter et faire 4 pics. Et en fait, quand on regarde les modes de raisonnement, c'est pareil, là vous pouvez voir que c'est très vite parce que c'est 2 très clair. Et là, on peut voir le mode de raisonnement qui commence à se splitter, et puis qui devient 2 pics. Et puis là, on a très marqué 2 pics avec un petit 3e pic ici, on voit un petit 3e pic aussi dans l'essai. Et puis ensuite, clairement, on a les 3 pics qui apparaissent clairement, et puis 4 pics quand on a un 4 pics. Donc en fait, tout à l'heure, on a conclu potentiellement par un bispectre qu'on avait l'interaction non linéaire et qu'on calcule non linéairement. Mais en fait, on le voit linéairement. Donc déjà, première réponse, ce truc, on ne sait pas ce que c'est. L'interprétation du bispectre nous aurait mené vers une conclusion qui est fausse, qui est que c'est non linéaire. En fait, c'est un truc qui est linéaire, déjà. Ensuite, alors là, il va falloir s'accrocher un peu. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a recréé une carte de à quoi ressemble le spectre de fluctuation de pression à la paroi en fonction de la position. Les lignes pointillées, c'est là où il y a les capteurs. Donc vous avez la fréquence ici, la position ici, et l'amplitude qu'il y a de prochaine fréquence en couleur du spectre à la paroi. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a le second mode qui arrive ici, donc on a vraiment un beau pic bien défini qui arrive. Et ensuite, ce pic, déjà, il a l'air de se prolonger en quelque chose qui descend en fréquence très fortement. Et puis, on a une petite zone où il se fait un peu casser la gueule et il perd l'amplitude, puis après, il réaugmente. Et en fait, il passe ça successivement plusieurs fois. Et avec, à chaque fois qu'il passe cette zone, à nouveau, quelque chose qui décroît en fréquence et qui va jusqu'au bout de la bulle. Donc là, le premier truc, c'est de dire, ok, là déjà, on a quelque chose qui a l'air de scale vis-à-vis d'autres choses, et cette autre chose, il est clairement pas bien représenté par cette map. Donc il y a eu la question de, c'est quoi la similitude entre ça et ça et ça, qu'est-ce que c'est le point commun? Et là, l'idée qu'a eu Clément, c'est de dire, on va s'amuser, comme on est dans une bulle,
on va s'amuser à regarder, à créer un instantané qui est basé sur la hauteur de la ligne sonique. Donc on dit, potentiellement, notre bulle, c'est un espèce de résonateur acoustique. Et on va prendre la hauteur de la ligne sonique et on va dire, j'ai des modes acoustiques qui peuvent vivre là-dedans, en sachant que ça vient d'un mode acoustique. Et si on s'amuse à risquer ça comme ça, on tombe sur quelque chose où toutes nos bananes, là, elles deviennent des traits à scroll complètement constants. Donc en fait, ce qui est caché là derrière, c'est que la bulle, elle augmente en taille, et du coup, un mode acoustique qui est dedans, il va décroître en fréquence. Donc ça nous fait cette espèce de banane. Mais si on ne trace plus les choses en fréquence, mais en scroll basé sur la hauteur de bulle, on voit que il est à fréquence complètement constante. Et donc on peut aller encore plus loin et regarder, donc notre truc linéaire est scale avec la hauteur de l'infini. On peut aller encore plus loin et regarder du coup pour chacun de ces traits-là à quoi ressemblent les modes. Et là, c'est ce qu'on fait, on regarde les têtes des modes. Donc sur cette ligne, ce qu'on voit, c'est que quand on passe les PCD, la fréquence effectivement décroît et on a un mode acoustique à un lobe. Et ensuite, quand on arrive sur cette ligne, ici, on voit à donc là, on voit à isofréquence, en fait, on a créé un mode à 2 lobes. Et ce mode à 2 lobes, il continue à vivre dans la bulle en décroissant en fréquence. Puis on crée un mode à 3 lobes, qui lui continue à vivre dans le puis un mode à 4 lobes. Donc en fait, quand on suit la ligne rouge, là, on fait un mode à 1 lobe, c'est le second mode, qui soit il part tout droit et il reste en mode à 1 lobe dont la fréquence décroît parce qu'elle scale avec la hauteur de bulle, soit il suit cette courbe et il devient à un moment, il synchronise avec la hauteur de bulle, il devient en mode à 2 lobes, donc il sera amplifié à ce moment-là, qui lui va continuer à vivre en décroissant en fréquence, ou il continue à vivre, il se fait atténuer parce qu'il est plus synchronisé avec la bulle, puis il se resynchronise avec la hauteur de bulle et il se repart. Et donc en fait, ce qu'on voit, c'est tous les modes acoustiques de la bulle qui sont apparus et ton max, là, c'est combien? le max externe, c'est 6. Mais dans la bulle, on est pas. Sous la ligne sonique, c'est tout. En fait, c'est tout basé sur les trucs qui basent sur la ligne sonique. Donc, qui sont, parce que ça ressemble au mode supersonique. Oui, ça ressemble énormément au 3e, 4e, 5e mode de Mach. Là, ouais, et d'ailleurs, c'était l'hypothèse de départ de Joe Kuhl dans un navigation que j'espère va sortir bientôt avec Joe Kuhl, il appelle la LST dans la bulle. En fait, c'est des choses, nous, on les explique, on les repère avec l'expert. C'est que pendant très longtemps, ça a été vu en LST. Ces bananes, là, les bananes, il y a un papier de Sébastien Esqueux notamment, où en LST, il sort exactement ces bananes. Mais il disait, LST, je suis dans un environnement non parallèle, c'est complètement faux, je le traite même pas. En fait, la LST, quand on est dans la bulle, elle n'est pas si mauvaise que ça. Ouais, elle marche. Et en LST, en fait, on retombe exactement là-dessus. Et effectivement, l'hypothèse de Joe, c'est de dire que c'est du 3e, 4e mode de Mach. Mach 6, ouais. Bah, c'est pas débile. Et pour nous, c'est vraiment ça, c'est vraiment de l'acoustique qui vit dans la bulle, soit un lobe, soit deux lobes. Et d'ailleurs, les modes supersoniques sont des modes acoustiques. Pas contradictoire. Oui, complètement. Et par contre, là où c'est un peu embêtant vis-à-vis de la littérature, c'est que cette chose-là, qu'on voit ici, se voit sur les specs, a toujours été appelée mode de couche de mélange. Et en fait, un mode de couche de mélange, ça se met très peu en pression à la paroi. Et nous, on tend à dire que c'est plutôt la trace d'un mode acoustique, type second mode de Mach, qui a perdu énormément en fréquence et qui, par le hasard des choses, s'est retrouvé à la fréquence du premier mode. Parce que si on regarde cette fréquence-là par rapport à la carte du premier mode qu'on avait, on est pile sur la même fréquence. Donc, par le hasard des choses, s'est retrouvé à la même fréquence que le premier mode. Mais en fait, si vous regardez cette carte-là, on a du second mode ici, on voit bien apparaître. Le premier mode qui est à cette fréquence-là, on voit que effectivement, on le rejoint complètement. Et dans la couche limite, où on a déjà le premier mode, on ne voit rien ici. En fait, le premier mode, vraiment, ne signe pas acoustiquement la parole. Pour moi, le premier mode, il va plutôt scale. Pour moi, le premier mode, il va plutôt scale sur des épaisseurs de couches de mélange que sur des vraies hauteurs de bulle. Ouais, une cavité. Une cavité. Si tu changes l'angle de jupe, c'est possible que. Si tu changes l'angle de jupe, c'est possible que tu rehausses ta couche de mélange, mais que tu l'épaississes pour autant pas trop, parce que j'aurais tendance à penser que l'épaississement il vient plutôt de la longueur sur laquelle elle s'est développée. Là où la hauteur, elle peut varier en fonction de à voir. À réfléchir. Non, mais je suis d'accord, ça sera intéressant. Mais en fait, le doute, je pense qu'on peut le lever aussi avec. Juste, faut voir. Faut creuser.
Voilà. Donc ça, c'est CF12, ça, c'est les dernières trouvailles qu'on a fait sur CF12, et je trouve que là, pour le coup, vraiment, en alliant XP et numérique, on arrive à des conclusions qui sont costauds. Dernière restitution que je vous montre, c'est un essai que je ne vous ai pas montré, qui était l'essai de ma thèse, où on est passé R2 sur le module, et on a fait des DNS. Je vous le mets pour introduire des DNS, donc ça, dont on va se servir plus tard, en fait, vous allez voir. Problème de DNS, pour ajouter des choses. Pour arriver à la transition comme un R2, pour ajouter des choses. Et sur ces cas-là, on se rend compte, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, les problèmes avec bulles, ils sont hyper compliqués parce qu'il y a un lien entre la transition et les tailles de bulles. Si on transitionne plus vite, les bulles sont plus petites. Jusqu'à un moment, en fait, on va transitionner en amont de la bulle, on n'en aura plus. Et là, vous avez des strios numériques dans un plan de coupe où on joue avec ces amplitudes de bruit qu'on injecte là dans la DNS. Et vous voyez qu'on n'a pas du tout la même taille de bulle. Donc, il y a toute une question de là, comment on fait une restriction d'R2 avec la DNS. Et bah, ça, c'est la même histoire. Si on change le niveau de pression, de perturbation de pression à l'entrée, on voit que les tailles de bulles, elles va décroître. En fait, les cas, ils sont pathologiques. Hein. C'est-à-dire que zéro bruit, la bulle, elle décolle ici, potentiellement. Il y a des champs de base qui existent, qui sont avec des tailles de bulles restreintes, mais en fait, ils sont instables. Et les bulles, elles ont tendance à grossir à cause de cette instabilité. Perturbation très extrême, on est turbulent en couche limite attachée, 12 degrés, ça ne suffit pas par des couches limite attachées. Donc on peut vraiment aller de tout décoller à tout attacher. Et bon, on peut aussi, ce que j'ai fait dans ma thèse, c'est en couplant ça, des analyses de résolvement, et puis potentiellement en faisant un peu d'effet de la non-linéarité là-dedans, on arrive à trouver des infos sur le financement. Mais j'en parle pas du tout. On peut s'amuser, du coup, à jouer avec le bouton bruit, pour dire, bah, en fait, si j'adapte le bruit de ma DNS, donc ça c'est la répartition de pression à la DNS, on voit que si je joue avec le bouton bruit, j'arrive à coller sur l'essai. Ma DNS, elle peut coller vraiment sur la taille de bruit de l'essai, la taille de bulle de l'essai. Si on garde un spectre en fin de domaine dans le turbulent, on arrive à avoir des super accords entre l'XP et le numérique, ce qui est déjà pas mal. Par contre, si on s'amuse à faire la même chose dans le laminaire, donc dans la bulle, on voit qu'on a des grosses différences entre la DNS et l'essai. On pourrait parler, je pense, bien de 10 minutes de ce graphe parce qu'il faut prendre en considération qu'est-ce que ça représente du capteur, qu'est-ce que c'est les limites du capteur, qu'est-ce que c'est les limites de notre setup expérimental. Mais ça va être tout la suite, justement. Là, c'est des. Bah, c'est un peu la conclusion. Hein. Le bruit blanc, c'est bien. En fait, là, alors, je finis d'abord sur là-dessus. Là, en fait, on voit que la DNS est très biaisée par la haute fréquence. Mais ça, à la limite, on pourrait dire, bah, je ne peux pas comparer parce que mon physique, je ne lui fais pas confiance dans cette région-là. Par contre, ce que je sais, c'est que dans cette région-là, là, autour de 10 kg, autour de 10 kg, mon QLIP, je sais que lui, il a tendance à perdre du signal. Et pour autant, ma DNS, elle est en dessous. Alors que mon biais expérimental, il est plutôt vers dire j'aurais moins de signal sur le départ. Donc ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a clairement pas assez de signal basse fréquence dans la DNS. Et ça, on peut l'assurer vraiment, c'est clair et net. Et donc pour revenir à comment on a avec le bruit, ça c'était un peu la réponse à un papier d'Ader et Fazel sur Random Control Experiment. En fait, ils prennent un cône, le flare cône, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais en fait c'est un cône qui est designé de telle façon qui a l'épaisseur de chimie constante. Il rajoute de la compression. Et donc c'est un câble qui est monomécanique, il n'y a que du second mode, et qui est surtout monofréquence. Parce que comme la couche humide est toujours la même épaisseur, et ben, la fréquence reste la même le long du temps. Et ils prennent ce cas, ils le traitent en DNS, ils rentrent un bruit blanc dedans, et ils disent, bah regardez, avec un bruit blanc, j'arrive pile à recréer l'excès. Bah oui, mais forcément, le cas est monomécanisme, monofréquence. Donc il y aura forcément une amplitude du bruit blanc qui excitera comme il faut le monomécanisme à monofréquence, et tu vas retourner sur tes petits. Ce cas-là, il y a du second mode, du premier mode, d'esprit, à plein de fréquences différentes. Quand on rentre un bruit blanc, il y a aucune chance. Je crois qu'il y a Taranet qui veut poser une question. Je finis ça et ouais, il n'y a aucune chance qu'en fait notre bruit blanc il excite de la même façon que la soufflerie chaque mécanisme et chaque fréquence. Oui, alors bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, ok. Donc, les questions que j'avais, c'est quoi les conditions c'est quoi les températures pour le soufflerie et la simulation? Est-ce qu'ils sont en température réelle ou à basse température? Les deux sont en basse température.
Là, ça, c'est du Mac 5. Les statiques sont de l'ordre de 60 Kelvin. OK. OK. Donc, j'avais une autre question. J'utilise l'opportunité alors. Donc, je suis tout à fait d'accord qu'avoir un soufflerie silencieux et toutes les analyses que vous faites comme ça, c'est très pertinente. Mais maintenant, on sait que l'effet, les températures et aussi les matériaux, ça peut changer complètement les mécanismes de transition. Donc, je voulais savoir, côté expérimental et aussi simulation, si vous avez les projets ou les intentions d'étudier ça aussi. Alors, première réponse, on prend les problèmes petit à petit. Jusqu'à maintenant, on n'était pas trop capable de traiter des cas lisses en soufflerie froide. Donc, déjà, je trouve qu'on a passé un step, on commence à arriver à les traiter. Dans les projets futurs, alors, nous, au DACube, l'aspect température, pour l'instant, on ne le traite pas du tout. C'est des choses qui sont faites plutôt au DMPE dans le département de multiphysique. Les aspects matériaux, que ce soit expérimentalement ou numériquement, on prévoit de les traiter de plus en plus. Mais à nouveau, on va probablement commencer par les attaquer de façon assez fondamentale pour essayer de comprendre un peu la physique. Mais on a aussi des essais un peu plus applicatifs. Le problème, c'est qu'en fait, concrètement, dès qu'on parle de matériaux, soit on fait pas du tout appli et c'est ouvert, soit on commence à rentrer dans du vrai matériau et on ne peut plus rien. Ah oui, contre Iron Paul. Ouais, j'étais dans son C'est adressé pour l'instant d'un point de vue très standard. Désolée, mais on n'entend pas du tout les réponses. Donc, si quelqu'un a parlé, je n'ai pas du tout entendu. Pardon, là c'est mieux ou pas pour le son? Ah, c'est mieux, c'est mieux. Non, alors ce que je disais, c'est qu'on a quand même des gens qui travaillent sur le niveau fondamental là-dessus à l'ONERA. Il y a Nicolo Fabiani, entre autres, qui a lancé, qui a fait une thèse avec Carmen Rivera, avec Olivier Marquet aussi. Il travaille sur ces aspects-là, sur l'interaction choc-limite dans un cadre avec des matériaux élastiques, des matériaux poreux. Il continue un peu ces travaux-là. Mais on en est là, on ne fait pas des trucs, un peu comme disait Mathieu, de toute façon, si on passe dans des sont beaucoup plus appliqués avec des configurations plus réalistes, ça va être plus dur. Les matériaux eux-mêmes, la plupart du temps, sont. Bah oui, parce que je sais que en VKI, il y a le soufflerie H3. Donc, c'est possible d'étudier des ablations à basse température. Mais vous avez dit que c'est en États-Unis, je voulais savoir s'il y a une initiative en Europe d'avoir un soufflerie comme on a en États-Unis, qui on peut vraiment étudier, faire les ablations, les températures réelles sur les transitions. Parce qu'on a les solvers qui peuvent faire ça, mais on n'a pas d'expérience avec l'essai expérimental. Donc, je pense que cet aspect manque vraiment en Europe. Et je voulais savoir, parce que vous avez mentionné quelques initiatives, je voulais savoir s'il y a vraiment une initiative de construire un essai, l'aspect expérimental. Alors déjà, première réponse pour moi, aux États-Unis, la soufflerie qui fait tout, elle n'existe pas non plus. C'est-à-dire qu'ils ont des souffleries silencieuses froides qui sont bien pour étudier la transition. Aujourd'hui, des souffleries où on peut faire de l'ablation à chaud silencieuse, ça n'existe pas. Bah non, pas silencieux, mais même ça, si on peut avoir essai expérimental avec un stationnaire, vous voyez? Donc, Par rapport à ça. La première, c'est dans le cadre d'un projet que je vais présenter ensuite. On veut faire nous R2 des essais d'ablation à froid, justement en collaboration avec Alex Martin, Chris Bren et CEA. Et l'idée, c'est de faire de l'interaction transition-ablation. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire de l'ablation à froid sur des cas où il y a de la transition. Maintenant, quand on discute avec Alex Martin, il nous explique clairement que eux, ça les intéresse de repartir sur du froid parce qu'en fait,
ils ne maîtrisent pas tout aujourd'hui des couplages ablation fluide, et notamment quand on commence à mettre de la chimie, de la Oui, pyrolyse. c'est trop. Donc ça, c'est un point, et c'est effectivement un point qui a déjà été fait à H3, et on aimerait bien pousser le BKI à le faire avec nous aussi, comme ça, vous allez voir après là, je suis presque au bout du truc, je vais parler beaucoup de comparaison expérience. Maintenant, donc il y a une initiative pour avoir une soufflerie silencieuse en Europe qui débouchera peut-être, peut-être pas. Il y a des torches à placement en France aussi qui permettent de faire de l'ablation. D'accord. Je pense qu'aujourd'hui, vouloir faire de la transition, des essais transition avec ablation à chaud, de toute façon, j'ai envie de dire, même si on arrive à les faire, comment on mesure je pense qu'on est trop loin du compte, en fait. On a besoin de faire des choses juste côté ablation dans un premier temps, juste côté transition dans l'autre, et puis peut-être à un moment, on arrivera à remettre tout le monde ensemble. Peut-être que ça passera par faire du froid, effectivement. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est trop compliqué d'aller attaquer le problème dans sa complexité globale. En fait, pour moi, le problème de transition à froid, là, je montre plein de choses, on fait plein de physique, on ne l'a pas du tout plié encore. Et pourtant, on n'a pas de chimie, on n'a pas de gaz réel, on n'a pas d'ablation, on a des surfaces lisses, et on est encore loin du compte. Oui, mais si quand vous dites que c'est pas comment on résolu, vous dites un côté numériquement ou expérimental? On ne comprend pas toute la physique, on ne sait pas faire aujourd'hui faire une restitution numérique d'R2, c'est pas possible. Non, c'est possible. Non, côté numérique, maintenant, il y a quelques solvers qui sont capables. Vous avez mentionné US3D, il y a un autre solver à Delft qui maintenant fait l'ablation avec le chimie instationnaire. Donc, côté solver, je pense que c'est possible. En fait, il n'y a aucun de ces solvers qui pourra aujourd'hui rentrer une perturbation qui ressemble à la perturbation d'R2, et il n'y en a aucun qui sera capable de faire la transition qui apparaît dans R2. Donc, peut-être ils auront le couplage ablation, je suis d'accord. Chance le fait au Minnesota. Maintenant, ce solver. Non, il y a le couplage avec l'ablation, avec le mutation 3.3. On a les solvers qu'on fait aussi. Donc, il y a la possibilité côté numérique. Donc, ça, je pense que ça existe. Non, il y a la possibilité de faire de l'ablation, mais la transition telle qu'elle apparaît dans la soufflerie, personne ne sait la faire aujourd'hui. Parce que le côté expérimental, on n'a pas les souffleries qui fait ça, non? Je ne sais pas quoi répondre, je n'ai pas l'impression qu'on se comprenne. Bon, peut-être c'était mieux si j'étais là, on pouvait discuter, mais je pense côté numérique et solver, il y a quelques solvers qui sont capables de résoudre tout l'aspect physique de ce problème. Le solver en lui-même, le problème, c'est la donnée d'entrée. On n'a pas la donnée d'entrée à donner au solver pour puisse reproduire l'essai. Ça, aujourd'hui, personne n'arrive à le faire. Et c'est un des objectifs qu'on veut le traiter avec Chris Brem sur de l'ablation. Et effectivement, il a le solver qui coupe l'ablation. Mais pour autant, si on n'a pas la donnée d'entrée qui va bien, il n'arrivera jamais à ressimiler R2. Bah oui, ça on est d'accord, oui. Non, mais je pense que vous dites la même chose, mais pas avec la même, la même entrée. C'est possible. Donc, si j'avance, dernier point, parce que là, ça commence à faire un moment où je parle, je pense. Dernier point, en fait, c'est ça, c'est l'impact du bruit. Ça fait une très bonne introduction à ce point-là. Là, aujourd'hui, là, on est coincé, on a des perturbations en soufflerie, et on va voir qu'elles sont potentiellement très impactantes. Le mieux pour comprendre un peu l'impact du bruit, au final, ce qu'on a trouvé ces dernières années qui est le mieux, c'est faire la comparaison principalement. Donc, sur CCF12, on l'a fait donc entre l'essai R2CH et un essai qui a été fait dans le cadre, qui a été fait par la FRL dans un tube de Ludwig. Là, on ne voit pas le tube, il est courbé, il part dans l'autre direction après, mais c'est un gros tube qui va dans une soufflerie. Tout à l'heure, on a parlé d'impact de la transition sur la taille de bulle. Là, ce que je vous trace, c'est des longueurs de bulles en fonction du Reynolds. Le bleu, c'est R2, le rouge, c'est la FRL. Triangle, sharp, rond, blunt. Sur le sharp, on colle parfaitement. On a exactement la même tendance. Sur le blunt, c'est la cata. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout la même taille de bulle, la même Reynolds. Mais c'est pire que ça. Les tendances ne sont pas les mêmes. Et sur le point 14 millions, là, le résultat de la FRL est full laminaire. Le résultat d'R2 est transitionné, il y a de la turbulence. Donc on se retrouve iso-Reynolds, iso-maquette. Il n'y a pas de différence d'échelle de maquette, il n'y a pas de différence de forme de maquette. Iso-Reynolds, iso-maquette, installation différente, avoir un cas qui transitionne et pas l'autre. Donc si on se met sur le chart, on voit qu'on a du second mode à la FRL, du second mode à R2.
LFRL, les pics sont bien rangés par R2 parce que, pour une raison qui est simple, les TI sont exactement toujours les mêmes à LFRL. Nous, comme on joue un peu avec tous les paramètres, ben, on se retrouve avec des TI qui bougent dans tous les sens. Quand on change la TI, on change la vitesse de la copie, donc on change la vitesse de donc ça se balade. Mais en fait, on voit que qualitativement, on a la même chose. On a les mêmes modes qui apparaissent ici, on a les mêmes modes dans les couches de mélange. Il y a toujours plus de signal à basse fréquence dans le type de musique. Ça, c'est plutôt des choses qu'on peut expliquer par le setup expérimental. Tout le monde a de la turbulence sur la jupe à Reynolds. Maintenant, si on s'amuse à comparer ces mêmes spectres en blunt, bon, déjà, truc marrant, sur le cône, on ne voit plus rien. C'est-à-dire le second mode, il s'était vraiment détruit par la couche d'entropie. L'effet de bluntness a tué complètement ce mode. R2CH, on voit des pics apparaître dans la couche de mélange qu'on ne voit pas du tout à la FRL. Et puis là, on peut voir que eux, leurs spectres sont restés laminaires. Nous, les spectres sont complètement plats, on a eu de la turbulence. Donc, c'est dans un stade où vraiment, c'est pas une différence mineure. C'est pas, on a changé de 0,2 le facteur N de transition. C'est un 4 de transition et un 4 de transition. Et une des explications possibles de ça, c'est la construction même des installations. On rappelle que la FRL, c'est un tube de Ludwig, donc on a de l'air qui est à conditions vraiment super homogènes en amont. R2, il y a tout un circuit qui amène l'air, avec un réchauffeur qui le réchauffe, puis des tuyaux qui sont tracés, des objets qui sont froids, des objets qui sont chauds. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup plus de spot anthropique dans R2 qu'à la FRL. Donc une des hypothèses, c'est de dire par la différence de construction d'R2, on a des spots anthropiques dans R2 qui sont fonctionnés et qui perturbent les modes anthropiques qui sont sur ces objets blancs. Là où à la FRL, ils en ont beaucoup moins. Et donc, on pourrait potentiellement expliquer ça. La seule hypothèse qui nous reste, en fait, c'est une différence de réceptivité. Et cette différence de réceptivité passe potentiellement par du spot anthropique. Ensuite, on a fait la même chose sur cylindre jupe. Cette fois-ci, on n'est pas allé c'est pas à la FRL, mais c'est dans l'université d'Arizona. À nouveau, dans le même groupe NATO. Et là, eux, ils ont passé à un cas cylindre jupe aussi. Donc, cylindre jupe, en plus, c'est sympa parce que ça permet de faire des très grosses maquettes. En fait, la maquette est creuse. Donc, on peut amorcer avec des très grosses maquettes. On passe de l'écoulement à et là, vous avez, c'est plus des tailles de bulles directement, c'est du standard. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que les couleurs sont les mêmes entre les deux essais. Les couleurs sont en fonction du Reynolds. Donc, il y a des overlaps entre les Reynolds. Et au même Reynolds, on a des positions de réattachement qui sont à des positions très différentes. Et on a donc en blanc ici les essais LP5. Donc ça, c'est des positions, ça doit être plutôt des positions de rattachement. Et on voit qu'en fait, James, là, il s'est amusé, il a réussi à recaler R2 sur SP5 juste avec une relation linéaire. C'était pertinent. Et en tout cas, on voit qu'il y a vraiment un décalage de position de rattachement, donc de taille de bulle entre R2 et le LP5 qu'on peut à nouveau expliquer par potentiellement des différences de transition. On a cherché plein d'explications. On a rayé une à une en faisant des calculs numériques. On a éliminé le rayon de nez. On n'a pas exactement le rayon de nez, ça ne change pas. On a éliminé l'effet de TI, pareil, pas d'impact. On a éliminé l'effet de Mach, ils sont en Mach légèrement plus faible, on doit être à 4,95 plus en 4,82. Ça ne justifie pas l'effet. On a justifié les effets, on a regardé les effets 3D parce qu'on n'a pas exactement les mêmes courbures de maquette. Pareil, tout ça additionné ne suffit pas à justifier la différence. Il ne nous reste plus qu'une hypothèse, c'est le bouillonnement. Et là, on allait un step plus loin. Donc ça, c'est pour vous rappeler que en fait, la transition a directement un impact sur la taille de bulle. On allait un step plus loin, on a créé une sonde qui a un cône très sharp, avec les capteurs équipés le plus près du nez possible. L'objectif de ça, c'est choc attaché, très faible, donc peu de variation d'application par le choc. Couche finite aussi faible que possible sur le capteur. On a quand même fait de la LST pour s'assurer qu'on ne mesurait pas les instabilités sur le cône. Et donc l'idée, c'est de mesurer l'acoustique qui vient sur le cône. On l'a passé, du coup, dans les deux supérieurs, il y avait R2 ou LP5. Et quand on regarde les spectres, et on peut voir, donc ça c'est un spectre, les spectres, là c'est les spectres en multiplié. On peut voir qu'en fait, on a des spectres qui sont assez similaires, on a les mêmes décroissances qui viennent probablement de la turbulence. Par contre, on voit qu'il y a beaucoup plus de basse fréquence à P5 et beaucoup plus de haute fréquence à R2CH. Et vraiment, quand on voit là, on a à peu près un facteur 5 entre les centres de fréquence. La RMS est un petit peu plus élevée pour LP5, là où elle est un peu plus faible à R2CH, mais R2CH est plus haute fréquence. Déjà, premier truc important là-dessus, pour une RMS plus haute, en LP5, on fonctionne plus tard. Donc l'info de la RMS toute seule, qui est pourtant un truc que les gens adorent, les gens ils adorent dire
ils adorent dire mon TU, qui en fait souvent est un abus de langage pour parler d'un TRMS, parce que personne ne mesure un TU dans cette théorie, il est insuffisant. Et en fait, quand on s'amuse à aller plus loin et regarder où est le support du premier mode, voilà, j'exagère un peu le premier mode, c'est le mode de mélange, on voit qu'il y a un beaucoup plus gros overlap entre le support d'instabilité du premier mode et le bruit d'R2CH que le bruit de LP5. Donc ça peut justifier pourquoi en fait le R2CH fonctionne plus vite. On a un bruit qui n'est pas à la même fréquence, et du coup, on va exciter mieux les instabilités qui sont conditionnées dans ce cas. Mais donc ça, en fait, ça veut dire que quand on parle de bruit soufflerie, on a besoin d'informations spectrales. Et cette information spectrale, ça va rejoindre ce que je disais un peu tout à l'heure. Cette information spectrale, on l'a dans quasiment aucune soufflerie. Et aujourd'hui, personne n'est allé jusqu'à rentrer l'information spectrale de soufflerie dans des calculs et arriver à reproduire une transition sur des cas complexes. Maintenant, la question d'après, c'est comment on explique qu'il y a des bruits à 5 fois plus haute fréquence à R2 qu'à LP5. Et ça, en fait, on a trouvé un truc assez simple. Voilà le tiers du LP5. Voilà le tiers d'R2CH. En fait, le LP5, c'est fait pour être à terme une soufflerie silencieuse. Donc, ils ont fait une tiers qui est super longue. Je vous ai mis les caractéristiques en bleu pour avoir une idée de où le bruit qu'on rencontre quand on passe un autre cône au centre de la veine est émis. Et maintenant, ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est dire je vais aller regarder les épaisseurs couche limite à ce moment-là, parce qu'on s'attend à ce que l'acoustique qui est émis par la couche limite scale comme l'épaisseur couche limite au point d'émission. Et si on fait ça, bon, à la sortie de la tuyère, on a des trucs qui ne collent pas du tout avec le point 5 qu'on avait, mais si on va voir au point d'émission, ben on a des facteurs qui sont de l'ordre de 5. Entre la fréquence qu'on prédit avec l'épaisseur couche limite de l'émission acoustique. Bien sûr, il y a plein d'incertitudes là-dedans, on fait des calculs qui ne savent pas où faire transitionne, donc c'est turbulent. Donc, ce n'est pas des choses qu'on peut voir comme des données précises, on est tombé pile sur la fréquence, c'est plutôt on a retrouvé leur demandeur. Et donc, il faut bien garder en tête que très probablement le bruit qu'on a dans une théorie, il scale vraiment comme l'épaisseur couche limite de la couche limite turbulente au point d'émission, et que ça peut avoir un impact sur la réceptivité en soufflerie. Parce qu'on va recevoir des choses qui sont centrées sur cette fréquence. Maintenant, la question, ok, c'est cool, on a trouvé ça, comment on avance? Donc là, il y a la thèse de Vianney-Dubois qui est en cours, où l'idée, c'est de dire, on va regarder une plaque plane toute simple, regarder qu'est-ce que c'est l'acoustique qui part quand on transitionne, puis quand on a de la turbulence. Ensuite, tous ces trucs, le coup d'après, dire, je reprends cette acoustique, je l'envoie sur une couche luminaire, je vois comment elle le reçoit quand on transitionne. Et l'objectif à terme, c'est d'être capable de faire ça sur un cas vraiment R2CH. C'est-à-dire qu'on a envoyé une DNS d'un bout de QR d'R2CH, on en a sorti l'acoustique, ça on le réinjecte sur le cône ou sur système 12, et on voit si, avec ça, on arrive à retrouver le bon scénario de transition. Moi, ça, j'ai tout à fait confiance que sur les cas chargés, ça va marcher. Maintenant, vu ce qu'on a vu tout à l'heure sur le blend sur système 12, à mon avis, dès qu'on va commencer à mettre de l'émoussement, il va nous manquer du monde dans le bruit numérique qu'on a créé ici, parce qu'on n'aura pas tout le bordel entre. Et ça, c'est financé par l'Agence d'innovation de défense, donc c'est une KDID. Ensuite, l'autre point pour avancer, donc ça, c'est un truc qu'on mène avec le CEA et notamment des gens de STAT. CEA, c'est une thèse qui devait démarrer l'année prochaine, mais qui pour l'instant n'a pas de candidat. C'est de dire, j'ai des données expérimentales, je sais la physique que je veux voir du second mode, je veux voir des modes de bulle, je sais où je veux conditionner. J'ai la capacité de faire un calcul. Pourquoi je ne prends pas le problème à l'envers et je dis je résout le problème inverse? Donc ça, c'est des choses qui ont été faites notamment par l'équipe de Zaki. Et en fait, c'est Vincent Mousse qui avait développé ça dans l'équipe au départ en postdoc. Donc ça tombe ça chez nous. Et l'idée, c'est on fait de l'assimilation de données, on résout le problème inverse, on remonte aux perturbations. Ça nous amène vers deux choses. Soit on a une méthode qui nous permet de dire un résultat XP connu, je sais remonter à des perturbations qui me donnent le même scénario de transition, donc je peux faire des calculs de Hofstede. Mais là où ça serait vraiment fort, c'est si, imaginons, on fait ça sur CCF12, puis on fait ça, puis on prend le bruit qu'on a posé sur CCF12, on le réinjecte sur scénario jupe. Si ce bruit-là, il marche, sur scénario jupe, là, on a jackpot. Mais en fait, ce problème inverse, il va nous trouver une solution qui mène au bon résultat. Ce n'est pas forcément le bruit d'R2. Ça, c'est un truc qu'il faut bien garder en tête. Il peut y avoir N configs de bruit différents qui mènent pas unicité. Ouais. Et donc, c'est pas parce qu'on arrive à faire ça sur un cas qu'on a pris le problème du bruit d'R2. Et puis, il y a plein de trucs sympas à faire là-dedans, que ce soit côté Pierre, plutôt sur vraiment la méthode d'assimilation de données, ou de notre côté sur dire, en fait, on peut rentrer aussi d'intuition physique là-dedans. On résout le problème inverse, probablement il y a des méthodes variationnelles ensembliste, il y a des ensembles de départ à créer. Est-ce qu'on dirait pas que c'est probablement un peu d'acoustique, un peu d'anthropique, ou des choses comme ça. On peut vraiment imaginer plein de physique très sympa là-dessus. Après, il y a la question de. Et après, donc, je vous ai montré Silent tout à l'heure, qui est un de nos gros projets fédérateurs. On a un autre gros projet fédérateur, c'est le PRF-FREA, qui a été développé, qui a été monté avec Guillaume Bégou,
Donc, c'est un projet Onera CEA. L'objectif, c'est on continue sur cette 12, mais on va chercher plus de complexité. On fait de la transition de la turbulence, on va aller mettre de l'incidence, on va faire du cross-flow, on va faire de la stabilité 3D sur la bulle, on va faire de l'ablation à froid. Enfin, en gros, l'objectif, c'est vraiment de continuer la bonne dynamique qu'on a sur la transition de lumière turbulente. Et ça, c'est un peu, ça représente, je pense, à l'Onera pas mal de boulot. Je n'ai pas les montants en heure en tête, mais ça doit être de l'ordre de 100 000 arrangés. Ouais, pas mal de thèses. Ouais, non, c'est gros boulot. Il y a 1 an d'essai en soufflerie. Enfin, on a réussi à choper pas mal de soutien CEA et pas mal de soutien en ERA. Le CEA fait des choses de son côté aussi. Et on espère que ça va être maintenant, on a tout vendu. Maintenant, il faut faire plus. On est bien d'accord. Un dernier point dont je veux vous parler, l'AVT 346, qui, je pense que ça s'est vu un peu à travers cette présentation, a quand même été un super moyen de collaborer, parce qu'on a réussi à passer des mêmes maquettes dans des installs différentes, on a réussi à comparer, faire des comparaisons code-code. Donc tout ce qu'on a un peu du mal à formaliser d'habitude dans les relations entre labos, on a réussi à faire un sur le temps, qui se finit en fin d'année. On a une proposition là, qui est en cours d'évaluation par le panel NATO, qui est montée donc, par Joe Jewell, qui est le remplaçant de Schneider et moi-même. Qu'on a appelé Predicting Hypersonic Nonlinear Conditions and Realistic Conditions. Pour la faire courte, ça sonne très bien auprès du panel. Pour autant, c'est un peu fou, on peut mettre tout dans le même. Donc, on donne l'impression aux gens qui prennent les décisions qu'on continue d'aller plus loin, mais en fait, on se laisse les mains libres pour faire ce qu'on veut. Fais gaffe. C'est bon, j'en ai pas de problème. Et dans les choses qu'on va faire, notamment chez Guillaume Dera, un point qui peut. En fait, il y a 2 points qui peuvent vous intéresser dans ce groupe, qui sont Ion Talpy Effects on Instability and Transition. Ça, c'est une tâche qui date de, je pense, 3 groupes en arrière, il l'avait déjà. Il continue un peu à se casser les dents sur ce problème. Ça manque cruellement de gens qui font la DNS dans cette tâche. Il y a énormément de gens qui font de la LST. Et puis, on a une tâche sur Ablation Transition Coupling. Donc là, c'est avec Alex Martin, Chris Brem, et puis nous, on va essayer de trouver des données expérimentales. Maintenant, même sur l'ablateur à froid, on peut mettre des capteurs. Ça va être compliqué de sortir la donnée. Et puis rien que l'idée de cramer une maquette par run. Mais voilà, donc si vous êtes intéressé par rejoindre ce groupe, la façon dont ça se passe, c'est qu'il y a un meeting tous les 6 mois en Europe, un meeting tous les 6 mois aux États-Unis. Il faut passer par la DGA pour avoir un truc officiel qui dit que vous êtes en groupe. La DGA ne donne pas de sous pour chacun de déploiement, mais si ça vous intéresse, moi je pense que c'est vraiment un super moyen de collaborer, de récupérer des bases de données de référence. Même en fait, là, on est au stade très amont. L'idée, c'est d'explorer tout qu'on monte. Il va y avoir la discussion de qu'est-ce que c'est les cas qu'on va regarder. Donc, on peut vraiment amener des cas. Typiquement, nous, on a amené cylindre jupe, ça fait que l'Arizona s'est mis à souffler cylindre jupe. Les Américains sont fait 6L12, donc nous, on a dit, bon, on va souffler 6L12 aussi. Et c'est vraiment comme ça qu'on fait de collaboration. Je vous invite, si ça vous intéresse, à rejoindre. Et c'est pas du tout trop tard, parce que c'est censé commencer en printemps l'année prochaine si on a l'accord officiel. Et encore après, bon, c'est pas mais là, on a déjà un peu de travail, je pense, pour les 3-4 prochaines années. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions encore. On va plutôt aller manger. Ouais. Parce que c'est tardif. Ouais, je suis désolé, j'ai été. Non, c'était génial. Vraiment très bien. Donc, merci à ceux qui ont suivi à distance. Je vais couper le lien. Donc, en tout cas, merci. Donc, merci à Taranay, Eduardo et puis Donato et José. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.